Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères, bienvenue à un nouvel épisode. Mon nom c'est Josh. Moi c'est Ben. Puis aujourd'hui on va parler de la tragédie des Girl Scouts de l'Oklahoma. C'est une histoire assez troublante qui contient des meurtres et des agressions sexuelles de jeunes enfants. Alors si jamais c'est trop difficile pour vous à entendre, on comprend. Je vous conseille quand même de l'écouter parce qu'il n'y a pas deux histoires comme celle-là. Je te dirais qu'il y a quand même un 9 sur 10 de comment horrible l'histoire est. Fait qu'on comprend si c'est pas pour vous, puis on va vous voir la semaine prochaine. Nous allons parler des meurtres de 3 jeunes filles nommées Michelle, Lori et Denise, qui étaient couchées paisiblement dans leur tente à un camp d'été nommé Camp Scott. Camp Scott était un camp d'été qui était seulement pour les filles et qui était situé sur un terrain de 240 acres au milieu d'une forêt. C'était pas un petit camp, c'était quand même un gros camp, 240 acres, c'est beaucoup. C'est gros en esti, 240 acres. Il y avait quand même beaucoup de jeunes au camp. Okay? C'était quand même vraiment un gros camp. Puis la superficie comme marchait avec le nombre de jeunes qui étaient au camp. Genre. Fait qu'il y avait bien du monde là. Ouais, il y avait bien des jeunes, puis bien des animatrices, animateurs, puis bien du monde qui s'occupait du camp. Fait que c'était pas comme... C'était pas... Dans le sens, c'était isolé, dans le sens qu'il y avait pas rien alentour, puis c'était dans une forêt. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde, là, genre. Ben, superviser 240 acres, 24 sur 24, ouais. c'est... Mais c'est ça, tu peux pas superviser 240 acres, ça marche pas. Clairement, sinon t'en parlerais pas. C'est ça. Puis, faut pas oublier aussi que c'est la nuit, dans un camp, il fait vraiment, mais vraiment noir. Il fait noir comme dans le cul d'un eau, comme on dirait. Il fait vraiment noir, ok? Fait que pendant toute cette histoire-là, mettez-vous ça derrière la tête que OK, c'est parce qu'il fait noir. OK, c'est parce qu'il fait noir. Il voit rien là, la nuit. Okay? Notre histoire commence en avril 1977 dans la région de Maize, au Oklahoma, quand une jeune animatrice du camp nommée Michelle Hoffman reçoit son training d'animatrice. Elle était devenue trop vieille pour être simple campeur. Donc, c'est pas une personne qui travaille là, mais une animatrice genre, de camp. Un soir, Michelle retourne à sa tente et constate que sa tente a été ravagée. Tout a été lancé partout, même que quelques effets ont été lancés en dehors de la tente. Son sac de couchage était rendu à l'envers. Une boîte de bain qu'elle avait rapportée de chez ses parents était maintenant vide. Mais le pire dans tout ça était que quelqu'un avait laissé un carnet de notes assez troublant dans la boîte de bain vide. Pour commencer, sur les premières pages du carnet de notes, il y avait le mot « kill » écrit à répétition. Okay? Comme les premières 3-4 pages, c'était marqué « kill, kill, kill » comme en ligne, tout partout, ça feuille. Ça sonne comme quelque chose dans un film, ça. Là. Exactement. Ensuite, il y avait une page avec une note qui disait « Nous sommes en mission pour tuer 3 filles. Signé The Killer ». C'est tout ce qu'il y avait sur une autre page. Michelle, qui est évidemment troublée, apporte le carnet de notes au directeur du camp. Qu'est-ce que tu penses que le directeur a fait? Selon toi, là. Okay. On est en 1977. Moi, je pense qu'il le prend comme une joke, là. Évidemment, c'est ça. C'est pas nécessairement la faute du directeur, mais il a dit, regarde, c'est une joke. Là. C'est sûr que c'est une joke. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un camp d'été en 1977. Fait que les jokes de camp d'été, ça se passe à tous les jours, puis il y en a plein des nouvelles à chaque année. Fait que là, le directeur du camp a vu ça, puis il était comme, ben, regarde. Moi, je pense pas que c'est vraiment vrai. C'est quoi les odds que ça arrive pour vrai, tu sais? Puis probablement qu'il a déjà vu des jokes semblables dans le passé, fait qu'il s'est dit, regarde. Fait que je mettrais pas la faute sur le directeur, parce que je pense que j'aurais pris la même décision en disant c'est quoi les odds que ça arrive pour vrai, puis c'est vraiment vrai cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il dit? Au minimum, tu dis il va faire un head count, là. Mm-hmm. Puis... Mais c'est parce qu'en ce moment-là, à ce moment-là de l'histoire, les jeunes sont pas au camp. C'est juste les animateurs, ils se préparent le camp. Il n'y a pas un chat là encore. Il n'y a pas un chat là encore, c'est juste les animatrices, c'est juste les animateurs, puis les personnes qui travaillent là. Excuse, ça c'est un petit détail essentiel. Un petit détail, c'est essentiel que j'ai oublié de dire. Fait que c'est ça. Le 12 juin 1977, quasiment 2 mois après que Michelle ait reçu la lettre, le début de l'été arrive, ce qui veut dire qu'à peu près 140 jeunes filles arrivent au centre général des scouts de l'Oklahoma pour ensuite dire bye à leurs parents et embarquent dans les autobus en direction du Camp Scott pour une durée de seulement 2 semaines. Fait que c'est un camp de juste 2 semaines. Okay? 140 petites filles. On arrive maintenant aux 3 victimes de cette histoire. Denise Milner, 10 ans, Lori Lee Farmer, 8 ans, et Michelle Heather, 9 ans. Tu vois, il y a Michelle, l'animatrice, puis Michelle, la petite fille. Okay? Fait qu'il faut pas oublier que c'est 2 Michelle complètement différentes. Je vais dire leur nom de famille pour pas qu'on se trompe. Les 3 filles étaient assignées à la tente numéro 8 dans la section Kiowa du Camp Scott, qui comprend à peu près 2 douzaines de jeunes filles.
Okay? Fait qu'il y a différents... On va mettre une photo à l'écran. Il y a différents camps dans le Camp Scott. Différentes sections, genre. Les autres étaient dans la section Kiowa. Personnellement, je dirais que le secteur Kiowa était le secteur le plus isolé parce que c'était celui le plus proche de la forêt puis qu'il y avait le moins de camps alentour de ce camp-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Michelle, Laurie et Denise ne se connaissaient pas avant ce jour, mais elles sont devenues amies immédiatement. Elles étaient toutes super excitées de passer les 2 prochaines semaines ensemble, de faire des souvenirs et de juste avoir du fun. T'es jeune, t'as pas de responsabilité, tu veux juste avoir du fun à un camp, c'est tout. 3 animatrices ont été assignées au secteur Kiowa. Carla, 18 ans, Susan, 18 ans et Dee, 20 ans. C'est juste Dee son nom. Donc pas mal jeune quand même pour comme superviser 2 douzaines de jeunes enfants, mais faut pas oublier, on est en 1977, c'est totalement normal. Okay. Le premier soir, une tempête ravage le camp, donc les filles ont dû rester dans leurs tentes respectives. Ils ont passé la soirée à jouer aux cartes, à rire, à s'amuser, et ils ont aussi écrit des lettres à leurs parents et familles. Je vais maintenant vous lire la lettre de Laurie Lee Farmer, qu'elle a envoyée à ses parents. C'est touchy, parce que éventuellement tu sais ce qui se passe après. Fait que c'est vraiment triste comme lettre. Là. Je vais le dire en anglais, puis parce que la lettre est en anglais. Fait que c'est ça. Dear Mom and Dad, and Misty, and Joe, and Chad, and Kathy, we're just getting ready to go to bed at 7:45. We're at the beginning of the storm and having a lot of fun. I've met 2 new friends, Michelle and Denise. I'm sharing a tent with them. It started raining on the way back from dinner. We're sleeping on cots. I couldn't wait to write you all. We're all writing letters now because there's hardly anything else to do. Love, Laurie. C'est une petite lettre bien simple, mais comme qui veut tout dire. Là. Après avoir fini d'écrire les lettres, les filles se couchent. 19h45 à peu près, puis tout le camp se couche en même temps. Genre, okay? Parce que, à part les animatrices, parce que Inouï c'était une grosse journée pour toutes les filles, fait que tout le monde était fatigué, puis il y avait une grosse tempête, fait que ça servait à rien de rester debout, fait qu'ils se sont dit, on va coucher toutes les petites filles. Dans les alentours de 1h30, Carla entend encore des rires. Elle se relève et se dirige vers la tente numéro 6 pour leur dire de retourner se coucher. Au même moment, elle entend un bruit weird provenant de derrière les tentes. Elle pointe sa lampe de poche vers le son, mais ne trouve pas la source. Carla et plusieurs autres campeurs et animateurs ont entendu le même son toute la nuit. Le son était décrit comme un son de comme... Tu sais, quand t'es comme dans une grosse pièce, puis c'est comme un petit comme... je sais pas comment le décrire, c'est... On dirait un petit monde que tu relâches quand tu retiens ton respect trop longtemps. Je sais pas si tu comprends. J'ai pas vraiment eu de description spécifique, mais c'est à peu près ça le son qui a été décrit. Comme un vieux que t'aurais prendre une sieste avec la gueule ouverte, genre. Là. Ouais, mais qu'on dirait qu'il retient son souffle, puis qu'il a pas le choix de le relâcher, fait que là, il fait comme... Ok, Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Les sons provenaient principalement de la forêt, mais aussi derrière les tentes 1, 2 et 8. Fait que ça venait un petit peu de partout. Dans les alentours de 2h du matin, une des campeuses de la tente 7 serait fait réveiller par une lampe de poche, comme quelqu'un rentre dans sa tente, puis flash la lampe de poche dans sa tente. Quelqu'un a séparé les rabats de la tente et a flashé la flashlight pour ensuite s'en aller quand il remarque que l'une des campeuses est réveillée. Fait qu'il flash, comme j'ai dit, il flash la lumière de sa lampe de poche dans la tente, remarque qu'il y en a une debout, puis il dip. Pensant que c'était seulement une animatrice qui faisait une ronde, la campeuse se recouche sans trop poser de questions. Vers 3h du matin, une campeuse se réveille par un cri provenant des alentours de tente numéro 8. Et une autre se réveille par quelqu'un qui appelait sa mère. Donc 2 filles dans d'autres tentes se réveillent par des bruits. Genre. Qui est un peu normal le soir du premier soir, comme la première nuit d'un camp d'été, genre. Comme tout le monde comme surtout si c'est des enfants, ils s'ennuient de leurs parents puis tout. Fait que c'est normal que quelqu'un puisse se broyer ou qui appelle sa mère. Fait que la fille se recouche comme en pensant que c'est normal. Genre. Malgré tous les bruits bizarres, les campeuses qui se réveillent, quelqu'un qui ouvre les tentes en flashant leur lumière, personne ne voit rien d'anormal et personne ne trouve la source du bruit. Plusieurs animatrices ont flashé leur lampe de poche vers la direction du bruit en question, mais personne n'a jamais rien vu. Genre. J'ai vu quelques sources qui disaient qu'une majorité des gens blâmaient les animatrices de ne pas avoir comme plus investigué le bruit, mais comme... J'aime pas ça dans ces histoires-là, quand tu mets le blâme sur n'importe qui juste pour trouver comme... C'est la faute à une seule personne, puis c'est la faute du meurtrier, genre. Pourquoi mettre le blâme sur quiconque quand il est comme... Personne peut s'attendre à une situation comme ça, là. Pas juste ça, ton training de premiers soins, exactement. Là, il empêche pas quelqu'un de se faire poignarder, là.
Puis vous oublier, ils sont tous jeunes, là. Ils ont 18, 19 puis 20 ans. Là. C'est ça, c'est des jobs d'été. Là, Ouais. c'est comme je disais, c'était la semaine passée qu'on parlait de la job de la police. Là. Ouais. C'est juste du monde qui font une job à la fin de la journée. Yeah. Il faut arrêter d'identifier comme. Tout le monde est humain. Puis une fois que le dommage est fait, c'est tellement facile de dire t'aurais dû savoir ça, t'aurais dû savoir ça. Comme, tu réalises-tu qu'à 3h du matin, les autres sont peut-être fatigués et tout, ils ont leur journée dans le casse. Prendre soin de 100 petites filles de 8 à 12 ans, là, C'est beaucoup demandé. c'est de l'ouvrage en esti, Ouais. ça là. Comme, tu sais, c'est même en fait avec des professeurs, des jobs que t'es tout le temps t'es en charge de certains membres du public, là. Il faut pas oublier, comme tu as dit, il est 3h du matin, OK? Fait que les animatrices ont une grosse journée, OK? D'apporter tous les jeunes. Je suis sûr qu'ils s'est levé bien de bonne heure le matin. Ils ont passé la journée à s'occuper des enfants. Là, il est rendu à peu près 10h. Il faut qu'ils se lèvent à 6h, genre. Puis ça fait 5 heures qu'ils se font réveiller, right and Ça fait 5 heures left. qu'ils se font réveiller, light and ref. C'est quand qu'ils dorment eux autres pour avoir un peu de repos, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est zéro la faute des animateurs ou des animatrices ou du monde qui travaille là-bas. Faut commencer tout le monde à mettre le blâme sur la seule personne qui a pris la décision de faire ces actes cruels-là, genre. Moi, j'aime pas ça que le fait qu'ils... Ah, mais les animatrices auraient pu faire quelque chose de plus. Si toi t'arrêtais là, t'aurais rien fait de plus, là. T'aurais pas pu empêcher ce qui s'est passé, là. Je trouve ça juste un peu triste de blâmer ça. Puis faire du camping dans le bois, là, t'en entends plein de bruit, là. C'est ça. Des Ça peut être des n'importe feuilles, quoi. des Ça peut arbres, être des du animaux, vent, comme... ça peut être n'importe quoi. Juste un écureuil à 3h du matin, ça fait bien du bruit, là. Oui, comme... quand il n'y a rien d'autre qui se passe puis il n'y a aucun autre bruit, c'est sûr qu'un écureuil qui passe fait du bruit, genre. Ah ouais. Anyways. À 6h, Carla décide de se lever tôt pour prendre une douche et prendre de l'avance sur les nombreuses tâches qu'elle avait à faire avant que les campeurs se lèvent. Mais en se dirigeant vers la douche, quelque chose qui est en dessous d'un arbre attire son attention. Elle s'approche et constate que c'est un sac de couchage. Mais malheureusement, ce n'était pas juste un sac de couchage. En s'approchant plus, Carla découvre le corps de Denise. Elle était morte et nue à partir de la taille jusqu'en bas. C'est tous les détails qu'on a là. Carla panique évidemment et court réveiller ses collègues pour vérifier si toutes les autres campeurs sont saines et sauves. Elle court ensuite pour chercher l'infirmière et Barbara Day, qui est la directrice du camp. So, elle se réveille, voit Denise qui est morte dans un sleeping bag en dessous d'un arbre, court réveiller les autres animateurs pour qu'ils checkent toutes les tentes, puis elle, pendant ce temps-là, elle va chercher l'infirmière pour qu'elle savoir si elle est vraiment morte ou non, puis elle contacte la directrice du camp. OK. Pendant ce temps, les autres animateurs et animatrices font le tour de toutes les autres tentes et constatent que tout semble normal jusqu'à ce qu'elle arrive à la tente numéro 8. Il y avait du sang partout et encore pire, aucune campeuse ou leur sac de couchage n'était à l'intérieur. Le mari de Barbara, Richard Day, s'est rendu jusqu'au camp lorsqu'il a reçu la nouvelle. Fait que quand il a appelé Barbara, sûrement qu'elle l'a dit à son mari, fait que là, les deux sont arrivés en même temps, genre. Il a commencé à suivre la piste où le corps de Denise a été retrouvé et ça n'a pas été long avant qu'il découvre 2 autres sacs de couchage. Malheureusement, Laurie et Michelle ont reçu le même sort que Denise, mais leur sac de couchage était zippé jusqu'au bout. C'est la seule différence entre les deux. Entre les trois, dans le fond. Tu as dit qu'il y avait du sang dans la tente? Ouais. Il y en avait partout dans la tente. Puis la première qu'ils ont trouvée en dessous d'un arbre, là, avait-tu plein de sang partout? Elle, On va en venir. OK. L'horrible vérité était que les 3 filles qui occupaient la tente numéro 8 ont été agressées sexuellement et ensuite tuées. Les 3. Pendant que toutes les autres campeuses dormaient paisiblement juste à côté. Richard utilise un autre sac de couchage pour couvrir le bas du corps à Denise et pendant ce temps, Barbara appelle la police qui arrive au Camp Scott à 7h30 du matin. Fait que ça a pris quand même 1h30 avant que la police arrive. Comme, faut pas oublier que Michelle, l'animatrice, s'est réveillée à 6h. Puis c'est pas longtemps après 6 heures qu'elle a découvert le corps. Ça a pris quand même 1h30 avant que la police arrive sur les lieux. Genre. Qui est quand même... C'est quand même beaucoup. Pour comme meurtre de jeunes filles, de jeunes enfants, c'est quand même beaucoup. Moi, je pense personnellement. Je t'interromps, je fais une petite parenthèse. Là. T'as vu ça de ces temps-ci, là, les places qui commencent à dire genre la pédophilie, c'est plus un bon mot à cette heure, on appelle ça des maps. Je veux même pas l'entendre. Je veux que tu l'entendes. Ouais. Minor attracted people. Ouais. Je veux même pas en parler parce que ça me frustre de ça. Parce que je trouve que la pédophilie, c'est l'un des pires crimes que tu peux faire ever. C'est de prendre avantage d'un enfant. Moi, c'est zéro moins de barre. Il n'y a aucune excuse. Fait que moi, le monde qui dit que c'est une attirance sexuelle me fait chier. Ouais, non, c'est... Voyons donc, tu peux penser de même. Genre. Là, c'est parce que ça fait 2 histoires que t'as des pédophiles.
T'as l'autre qui violait des jeunes filles vierges, le shot d'avant, puis là, ça. Le fait qu'on justifie moralement avec des termes plus sociologiques comme minor attracted people, juste pour qu'ils paraissent moins bien parce que ils souffrent de stigma eux aussi. I don't give a flying fuck. Fait que- Il peut souffrir devant mes yeux, je m'en fous. Quelqu'un qui abuse sexuellement, mentalement ou physiquement un jeune enfant mérite tout ce qu'il mérite. Ouais. C'est pour ça que quand tu vas en prison, les détenus les plus maltraités, c'est les rapers, puis les agresseurs sexuels, puis les tueurs d'enfants, parce que tout le monde pense comme moi. Là. Puis il y a juste un certain nombre de personnes qui veulent normaliser ça, puis moi c'est non, absolument pas. On normalise pas la pédophilie Non, ici. absolument pas. Un petite parenthèse. Je voulais juste faire le commentaire parce que j'en vois beaucoup de ces temps-ci, genre, tu sais, comment on normalise tout à cette heure. J'irai pas en détail sur toutes mes opinions, sur tout ce qui est normalisé, mais ça, c'est une affaire. Moi, j'ai bien de la misère. Justifier la pédophilie, il n'y a aucun contexte, il y a zéro excuse, je m'en fous. C'est plate si tu as eu une enfance qui a vécu ça, mais de le faire aux autres, t'es aussi pire. Tu sais comment que ça feel. C'est ça. Pourquoi le faire à d'autres personnes? Exactement. C'est un manque de maturité émotionnelle. Tu méritais pas ça, mais la personne à qui tu le fais ne mérite pas non plus. Guérir ton traumatisme, c'est en partie ta responsabilité. Oui, c'est 100% ta responsabilité. Oui, comme... C'est pas la responsabilité de personne autour de toi de résoudre tes propres problèmes. C'est ça, puis en infliger aux autres, surtout des enfants innocents, qui peuvent même pas consentir à absolument rien que tu fais, même si ça leur tente, ils peuvent même pas consentir légalement, puis ça devrait rester de même. Moi, je trouve que la loi au Canada est super bien faite. Oui, comme... T'as vu en Californie, je pense que c'est la semaine passée où, comme il en parlait justement, à cette heure en Californie, je vais essayer de trouver un lien si je peux le mettre, là, parce que ça va sonner fucké, là. À 14 ans, tu peux consentir jusqu'à 10 ans plus vieux à cette heure. Je savais pas. De 14 à 24. Regarde. Je vais... Rendu à 14 ans, tu peux prendre tes propres décisions, puis tu as plus une tête sur ses épaules qu'un enfant de 11 ans. Moi, personnellement, il y a une grosse différence entre 11 ans et 14 ans, puis tout le monde le sait. Je pense quand même que c'est un peu fucked up. 14 ans et 24, c'est beaucoup. Moi, je trouve que la loi au Canada qui est 16 ans est parfaite. Ça couvre, parce que ça protège aussi sur certains jeunes qui, on va dire que tu as 17 ans, puis l'autre a 15 ans. C'est techniquement peut-être pas légal, parce que si on va dire si tu tournes 18 puis elle a 15 ans, encore, c'est techniquement pas légal. Mais tu es quand même protégé par la loi de Roméo et Juliette. Oui. Qui est une... En bas de 16 ans, comme si tu as 15, il y a un montant d'années plus haut que tu peux aller. Ouais. Fait que comme 14, je pense que tu peux aller jusqu'à 16 ou 17. 15, tu peux aller jusqu'à comme 18-ish. Je sais pas si c'est 2 ou 3 ans. C'est vraiment touchy comme loi, mais c'est parce qu'on va dire que tu as 17 ans, puis ta blonde, elle a 15 ans. Puis là, ta fête, tu as 18 ans. Mais tu es protégé par la loi de Roméo et Juliette. La loi de Roméo et Juliette, c'est que tu étais déjà avec avant que tu aies 18 ans, puis tu as crossé le 18, puis là, tu es rendu à 18, puis elle est encore 15. Tu es protégé par une loi qui s'appelle Roméo et Juliette. Ouais. Que je trouve qui est très bon, parce que ça arrive tout le temps là, que des enfants de genre 16 puis 14 ans sont ensemble, 16 puis peut-être pas 13 ans, mais tu sais, ça arrive. Là, ça, puis... Mais de 14 à 24, là, ça, moi, c'est beaucoup. à 24 ans, ça fait 2 ans de ça. Ouais. J'avais déjà tu sais, j'étais déjà sorti de l'université, j'avais déjà ma job. 14 ans, tu rentres au secondaire. Ouais. Regarde, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est bien fait qu'on vit pas en Californie. Non, Californie, on veut pas ça. Mais en tout cas, je voulais juste faire une parenthèse, c'est pédophile. Puis... mais c'était une bonne parenthèse parce que c'est bon d'en parler. Parce que nous autres, je veux que le monde le sache que on normalise pas ça. On normalise zéro ça. Là. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut dire, pantoute. Non. Fait que parenthèse fermée, continue. En constatant l'ampleur de ce qui s'est passé, les policiers sur scène décident de demander de l'aide du Oklahoma State Bureau of Investigation. C'est comme le FBI, mais juste de l'État de Oklahoma. Fait que c'est pas l'FBI fédéral, c'est juste comme comment je pourrais dire? Le budget. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Selon les investigateurs, c'était clair qu'au moins une jeune a été attaquée dans la tente parce qu'il y avait énormément de sang. Il y avait des grosses flaques de sang, des éclaboussures partout sur les murs de la tente. Les oreilles et les matelas étaient complètement imbibés. Il y en avait vraiment beaucoup. Okay? Il y avait aussi des preuves que quelqu'un avait essayé d'essuyer une partie du sang à l'aide des couvre-matelas et de serviettes qui étaient dans la tente.
Michelle et Denise ont été retrouvés avec des cordes autour de leur corps et qui finissaient attachés au poignet. Je vais pas aller plus loin que ça parce qu'il y a vraiment des détails fucked up. Je vais pas aller dans les détails. Je vais m'arrêter là. C'est comme s'il était enveloppé comme un cochon. C'est comment je veux dire? Qui est vraiment une image horrible à vous. Sacré. À personne. Ouais. Ouais. Denise avait une corde et une serviette autour de la bouche, tandis que Michelle et Laurie avaient la bouche couverte de tape électrique. Qui fait que toutes les trois avaient leur bouche couverte par quelque chose. Fait que moi, je pense pour ceux qui n'ont pas entendu de cri, parce que toute leur bouche était couverte. Je peux utiliser ma théorie. Vas-y. Tu sais, le bruit que tu disais, là, comme tantôt, là, comme le petit bruit, si tu les... Comme, t'es pas obligé de me répondre, mais si tu les filles qui avaient... Tu la réponse? Ben, tu vas-tu le dire plus tard? Non. OK. C'est-tu les filles qui avaient Non. quelque chose dans la bouche puis Non. qui essayaient de crier puis ça faisait comme un... Non. OK. Je vais vous dire tout de suite, personne ne sait vraiment c'est quoi qui faisait le bruit, mais tout le monde pense que c'est le meurtrier qui faisait le bruit. Ouais, qui monnait sur Ouais. ses pulsions. Ben, pas qu'il monnait, mais juste... Moi, je pense vraiment qu'il retenait son respire, puis qu'il le relâchait, parce qu'il avait pas le choix de le relâcher, genre, tu sais comment je veux dire? Parce qu'il voulait tellement Ouais. pas faire de bruit, il voulait pas personne l'entendre, qu'il gardait tout en dedans de lui, puis à un moment donné, il avait pas le choix de respirer, Ouais. fait qu'il laissait aller. Moi, je pense que c'est ça. Ça peut être n'importe quoi. Tout le monde à la maison, vous pouvez imaginer votre propre scénario là-dessus. On n'a pas ample détail, puis le meurtrier, je vais vous dire tout de suite, il a été capturé, mais il dit pas rien là-dessus. Fait qu'on sait pas vraiment d'autres informations. Cette information-là, arrête, j'en parle même plus. Là. OK. Sounds good. Une lampe de poche rouge a été retrouvée sur le corps d'une des victimes et elle avait une empreinte digitale dessus qui, à ce jour, n'a jamais été identifiée. Okay? Je pense que l'empreinte n'était pas assez grosse. OK. Elle avait été altérée avec du papier journal pour réduire le bruit des batteries à l'intérieur. La lampe de poche, ça. Du tape électrique qui recouvrait la partie lumineuse de la lampe de poche et il y avait un petit trou dans le milieu. Tout ça pour réduire l'intensité de la lumière. Puis, ben pas réduire l'intensité parce que toute la lumière se concentrait vers un beam, genre. Plus le rayon. Au lieu que ça c'est wide, c'était rendu petit, fait que toute la lumière se concentrait au milieu. Fait que moi, je pense pas nécessairement que c'était plus... Comme la lumière était moins là, je pense qu'elle était juste plus concentrée en place. C'est quand même intelligent pour qu'est-ce qu'il voulait faire. Là. La police a aussi trouvé des cordes de nylon, du duct tape, une crowbar et une empreinte de pied sanglante sur le plancher de la tente. Okay. Remarque que j'ai dit une empreinte de pied et non de soulier. Mm-hmm. Le meurtrier était nu-pied. Était pieds nus pendant toute l'attaque. OK. Les enquêteurs ont aussi découvert un ranch de 110 acres juste à côté du Camp Scott qui appartenait à un homme nommé Jack Schroff. Le ranch avait été vandalisé soit avant ou après les meurtres et plusieurs objets ont été volés de la maison. De la nourriture, de la bière, de la corde et du tape. La corde qui a été volée du ranch ressemblait beaucoup à la corde retrouvée sur la scène de crime. La police a pu aussi déterminer que quelqu'un est entré dans plusieurs tentes parce que plusieurs paires de lunettes de vue ont été volées pour ensuite être jetées un peu partout dans le camp. Okay? Fait que quelqu'un avait rentré dans les tentes, volé toutes les lunettes de vue à tous les jeunes, puis les switcher de place, puis les changer partout sur le camp. Genre. Fait qu'il prenait une paire, il les mettait, il partait avec, il rentrait dans son autre tente, il trouvait une paire, il les changeait parce que c'est là, c'était mieux, genre. Tu sais comment je veux dire? Comme il les mélangeait partout, genre. OK. On dirait qu'il se magasinait une paire. Genre. À 10h AM, le lendemain, le camp Scott a été évacué. Plus de 140 filles ont été mises dans des autobus sans explication et renvoyées à la maison. Et à ce jour, le Camp Scott n'a jamais rouvert les portes. Fait que le Camp Scott, cet événement-là a fermé les portes du Camp Scott. Le lendemain matin, le détective Pete Weaver a été chargé d'enquêter sur l'affaire. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés à 135 mètres des tentes au bord d'un sentier. Le sentier menait à la gate arrière du camp. Malgré le fait que les gates avant et arrière du camp aient été verrouillées cette nuit-là, elles n'étaient pas surveillées. Il est donc possible que quelqu'un puisse passer sans que personne ne remarque. Comme le Camp Scott était 240 acres, right? Sur les deux gates, t'es barré à la clé, mais comme tu peux la sauter, il n'y a pas de caméra puis il n'y a pas personne qui les surveille. Tu peux soit la sauter ou passer plus loin où il n'y a pas de gate. Mm-hmm. Genre, tu sais comment je veux dire? Bon, ouais, il y a bien des options. Là. Il y a bien des options. De plus, il n'y avait pas de clôture autour du périmètre, comme j'ai dit. Donc, n'importe qui pouvait entrer très facilement. La chose la plus tragique, selon moi, est que la police a réalisé que le matelas du côté droit de la tente qui appartenait à Denise n'avait aucun sang dessus. Ce qui signifie que Laurie et Michelle ont probablement été tués dans la tente pendant que Denise est restée assise traumatisée dans son lit. Eux autres, la police pense que c'est ça qui est arrivé. Ou encore, elle était attachée peut-être et obligée d'assister au meurtre de ses deux amis. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas assez de preuves pour figurer qu'est-ce qu'il fait dans le room. Exactement.
Plus tôt dans l'histoire, j'avais dit qu'une des jeunes avait entendu quelqu'un appeler sa mère. C'était sûrement Denise, qui était en train de voir ses deux amis en train de mourir, puis elle a appelé sa mère. Genre. C'est dans ces informations-là que tu vois que comme fuck. La petite fille qui a entendu ça, elle entendait, pendant ce temps-là, ces deux petites filles étaient en train de se faire tuer de la tante d'à côté. Genre. C'est fucked up. Juste à penser à se mettre dans ces situations-là. Là. Ben, comme. Elle qui a appelé, elle avait quel âge? 8, 9 ou 10? Les trois que tu avais mentionnés avec cet âge-là, me semble. 8, 9, 10, l'âge, Ok. je sais pas, là je pourrais retourner pour voir, là. Mais pas plus que 10. C'est pas plus que 10 ans, fait que c'est en 8, 9 et 10 ans, là. Denise a ensuite été portée ou forcée jusqu'à l'endroit où son corps a été retrouvé. La police croit que celui qui a fait ça a tué Denise dans le bois et non dans la tente. Parce qu'il y avait encore là, il n'y avait pas de sang sur le gars Denise. Des autopsies ont été faites sur les trois corps et ils ont déterminé que Michelle et Laurie étaient décédés des suites d'un traumatisme crânien. Denise avait aussi reçu un coup sur la tête, mais la cause de son décès était par étranglement. Les trois filles ont été agressées sexuellement. La police croit que la crowbar qu'ils ont retrouvée sur la scène de crime est l'arme qui a été utilisée pour tuer les trois jeunes filles. Je ne veux pas aller trop en détail, comme j'ai dit précédemment, mais on va parler un peu d'agression sexuelle, donc si vous voulez skipper 30 secondes, vous pouvez skipper 30 secondes. Les trois filles ont été malheureusement agressées sexuellement, comme j'ai dit, de différentes façons. Il y a beaucoup de contradictions sur différentes sources sur quelle fille a subi quelle agression. Donc, tout ce que je veux vous dire est que la police a trouvé du sperme et des cheveux sur les trois corps et dans la tente. Elle a trouvé du sperme sur les trois filles puis dans la tente. On ne sait pas aussi si elles ont été victimes de leur agression avant ou après leur meurtre. Ils ne savent pas. Non, ça ne peut pas figurer ça. Ouais, c'était pas... Je suis pas mal sûr qu'ils pouvaient figurer, mais je pense qu'ils n'ont pas... Moi, je pense personnellement qu'ils n'ont pas voulu donner cette information-là au public. Parce que à Star sont capables de le dire assez facilement. Je suis pas mal sûr qu'ils savaient. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils le savaient, puis qu'ils voulaient juste pas le dire. Ben, s'ils voulaient pas le dire, ça veut sûrement peut-être dire avant. Peut-être après. Ça veut rien dire, dans le fond. Parce que... Moi, je pense que s'ils savaient l'information, ils auraient dû le dire, parce que là, ça laisse la question trotter dans la tête de tout le monde de est-ce que c'est arrivé avant ou après, genre. Fait que moi, je pense s'ils savaient, ils auraient dû le dire. Parce que moi, je pense personnellement qu'ils savaient, parce que c'est pas facile à savoir, mais je veux dire, tu fais le test, tu sais tout de suite. Là. Tu devrais savoir dans l'autopsie directement. Là. Parce que, là, je veux pas aller trop dans le détail parce qu'on parle de jeunes enfants, là, mais il y a des signes... Il y a des signes différents de si ça s'est passé pendant qu'elle était vivante ou si ça s'est passé pendant qu'elle était morte. C'est deux différentes agressions complètement différentes. Puis le corps réagit de deux différentes manières. Genre. Ben, c'est le même concept pour quelqu'un qui chasse comme du chevreuil et tout. Si la bête te voit avant que tu l'aies tiré, genre il peut avoir une réponse de stress qui peut rendre la viande moins tendre, du stock de même. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Tu sais comment avec des chevreuils, comme tu le vois souvent, là, t'entends puis ils regardent. Leur système nerveux, il est wired. Là. C'est pareil pour un humain, on est tous des animaux. Là. Fait que, moi, je pense personnellement qu'ils savaient, puis qu'ils l'ont juste pas dit pour pas faire plus de dommages aux familles. Mais moi, je pense qu'ils savaient. Probablement, oui. Probablement. Les enquêteurs croient que le tueur était une personne transitoire, dans le sens où ils croient que le tueur ne reste jamais à la même place, qu'il n'a pas vraiment de maison ou de domicile, comme un sans-abri dans le fond. Ils disent ça à cause du fait qu'il a crashé à la maison, comme que entré par infraction puis il a dormi là. Genre, dans le ranch. Et à cause de la trace de pied laissée dans la tente, la trace d'une pied. Ils ont donc porté un intérêt aux grottes qui étaient proches du camp Scott. Ils se sont dit que la personne qui a commis ce crime aurait pu se cacher ou peut-être même être encore cachée dans une grotte. Alors, une chasse à l'homme intense débute. La police était spot on. Okay? C'était exactement ça qui s'est passé. Parce que seulement 3 km plus loin, dans l'une des grottes, ils ont trouvé des preuves reliées au meurtre, comme la même édition du journal qu'ils ont trouvé dans la lampe de poche retrouvée, la même sorte de batterie utilisée dans la lampe de poche, des paires de lunettes qui ont été volées du camp, du duct tape qui match le duct tape utilisé sur les filles, et 2 photos de femmes. Pauvre Juste 2 photos de femmes. Mais pas de gars. Ils n'ont pas trouvé de gars. Ben... Minute. Dans une autre grotte pas trop loin, les policiers découvrent un message écrit sur l'un des murs qui dit « The killer was here, bye bye fools ». Signé comme The Killer. Il fait son smart. Là. Il y avait aussi la date d'écrit, 17 juin 1977. Fait que c'était la journée direct après.
Bon, on est finalement arrivé au moment de l'histoire où on va parler du suspect numéro 1. Dans le fond, le seul suspect. Gene Leroy Hart. Tu te souviens, il y a 15 secondes, je t'ai dit que les deux photos qui ont été retrouvées dans la grotte, tu dois te demander comme pourquoi ils étaient là, les deux photos, c'est quoi le rapport avec l'histoire et tout. On sait pas vraiment comment ou pourquoi, ok? Mais lorsque Pete Weaver, le policier en charge de l'enquête, voit les deux photos, il dit qu'il est 100% certain que c'est Gene Leroy Hart et celui qui a développé quand il était en prison. Comme c'est lui qui a développé les photos quand il était en prison. Comme il se souvient de tout ça. Genre. OK. J'ai pas trouvé comment qu'il savait ça. J'ai pas trouvé pourquoi qui savait ça. C'est juste l'information que j'ai trouvée. OK. Le plus fucked up là-dedans, Gene n'avait jamais été relâché de prison. Il s'était évadé le 16 septembre 1973 pendant qu'il purgeait une peine de 360 ans. Ça fait déjà quasiment 3 ans qu'il était parti. Gene Leroy Hart est né dans l'Oklahoma le 27 novembre 1943. Il a été élevé par sa mère et n'a jamais vraiment eu une relation avec son père. Il était connu pour ses capacités athlétiques et avait été un jeune joueur de football assez talentueux au high school. Quand il a terminé le secondaire, il s'est marié rapidement et a eu un garçon, mais se divorce quelques années après. C'est à ce moment-là que Gene a un changement dans son comportement. En juin 1966, au lieu d'aller travailler comme une personne normale, il a kidnappé 2 femmes enceintes, les a apportées dans un endroit isolé pour ensuite les violer brutalement. Il les a ensuite forcées à l'intérieur du coffre de sa voiture et en sortait une à la fois pour qu'elles puissent être à l'intérieur avec lui, puis il les agressait sexuellement encore. Comme j'ai dit, il a agressé sexuellement les 2 femmes plusieurs fois, une à tour de l'autre, pour finalement les laisser pour mourir sur le bord de la rue. Gene pensait qu'il les avait tuées, mais il n'était pas morte. Les 2, ça? Heureusement, les 2 femmes ont survécu à leur attaque et Gene est rapidement capturé. Il est reconnu coupable du viol et du kidnapping et il est condamné pour 10 ans de prison pour 3 fois. Genre. Pour tout, comme, je peux m'en expliquer. C'était pas récidive, genre. Il a reçu 3 sentences de 10 ans. Toutefois, ces peines ont été purgées simultanément. Par conséquent, Gene ne sert que 28 mois avant d'être libéré en liberté conditionnelle. OK. Fait qu'il... En 1900... Qu'est-ce qui est arrivé encore? 1966, tu pouvais raper 2 filles puis quasiment les tuer puis sortir en 28 mois. Fucked up. J'ai lu plusieurs places qui disaient que c'était à cause qu'il y avait trop de monde dans les prisons. Même s'il y a trop de monde dans les prisons, tu gardes quelqu'un qui rape 2 personnes. Ouais, puis après, ces 2 étaient enceintes plusieurs fois puis t'es laissé pour mourir. 28 mois, c'est la prison, là, c'est une crise de grosse business. Comme ça génère bien du cash à avoir du monde dans les prisons. Là. Ouais. Comme juste un inmate au fédéral au Canada en ce moment, ça coûte comme 130 quelques mille piastres de taxes. Là. Un inmate par année. C'est juste au Canada. Ouais. Mais moi, je pense que ça coûte plus cher au Canada qu'aux États parce qu'il est... Par personne, oui, parce que là-bas, il y a tellement de monde, puis... Ils n'ont juste pas de budget pour. Ils n'ont plus de budget pour. On retourne maintenant au crime des 3 jeunes filles. Okay? Au meurtre des 3 jeunes filles. La police a cherché Gene pendant un total de 10 mois avant de le trouver dans un petit chalet à seulement 75 km du Camp Scott. C'était la plus grosse cherche à l'homme de l'histoire de l'Oklahoma, ayant eu l'assistance de 40 agents de l'FBI et coûtant un total de 1 million de dollars en 1977, qui vaut 1 million aujourd'hui, vaut 4,5 millions. Okay? Fait que ça aurait coûté 4,5 millions juste pour trouver Gene. Genre. Okay? 10 mois plus tard. 10 mois plus tard. Pendant l'attaque, les 2 femmes expliquent aux enquêteurs que Gene a essayé leur paire de lunettes de vue pour tester leur prescription. Gene a ensuite commencé à commettre des cambriolages à domicile, 4 pour être exact. Il a réussi les 3 premiers sans se faire pogner, mais le 4e vol arrive à être au domicile d'une des femmes policières de la région. La police arrive rapidement et Gene est arrêté parce qu'il était en liberté conditionnelle pour les agressions sexuelles des 2 femmes enceintes. Et il est condamné à 90 ans de prison pour chaque vol commis, pour un total de 360 ans consécutifs. Fait que je recommence. Je sais que c'est beaucoup d'informations, OK? Il fait les 2 viols, les 2 femmes, va en prison pour 10 ans, sort en 28 mois. OK? À ce temps-là, quand il sort, il commet 4 vols dans une maison, genre. Mm-hmm. Il en fait 3 sans être pogné. Le 4e, il se fait pogner parce qu'il le fait dans une maison d'une policière. Il se fait pogner. Il retourne en cours. Il pogne 90 ans pour chaque crime commis qu'il a fait. Genre. Fait 90 ans x 4 pour des vols. I know! Puis les viols, c'est... I know! Je sais. Donc, comme... 28 mois, là, c'est même pas 2 ans et demi.
C'est fucked up. C'est parce que là, ils disent comme c'est la récidive. Parce que quand il s'est fait arrêter pour les viols des 2 femmes, c'était sa première fois, genre sa première condamnation. Il n'a jamais été arrêté, blablabla. Fait qu'ils ont donné une chance. J'imagine qu'ils ont donné une chance. Mais quand il s'est fait pogner tout de suite après à faire des vols, ils ont dit fuck that shit. Puis ils ont donné le maximum qu'ils pouvaient pour des vols. Genre. Si tu viens de sortir en 2 ans et demi pour avoir violé, là, avale ta pilule, puis assis-toi et reste tranquille. Ben, là, on n'est comme... pas tous smart comme toi. Là. OK? Ils sont Clairement pas smart. pas. Les autres. Clairement. Je vais te le dire tout de suite, Gene n'est pas smart. OK? C'est Non, un comme- dumbass. Mais, Qui a quand même réussi à s'évader de prison. puis violer d'autres petits enfants, des petites filles. Anyways. C'est fou de penser, comme quand on a envie de parler, là, c'est fou de penser qu'il a reçu 330 ans de plus pour seulement des vols. Mhm. C'est fou, là, la différence. Là. En 1973, pendant qu'il purgeait sa peine pour les vols par infraction, Gene s'est évadé de prison, mais a été rapidement appréhendé par la police. Dès qu'il a été rattrapé et remis en prison, il s'est échappé encore une fois, et malgré l'effort de la police, il n'a jamais été retrouvé. Fait qu'il s'est évadé 2 fois de prison. 2 fois. Puis j'ai pas trouvé aucune information du comment qui a réussi à s'évader 2 fois. Là. 2 fois. Pas une, 2 fois. Anyways. Gene a été emmené au pénitencier de l'État de l'Oklahoma et inculpé de 3 chefs de meurtre au premier degré. En mars 1979, la salle d'audience était bondée alors que le procès de l'État de l'Oklahoma contre Gene Leroy Hart commençait. Les arguments du procureur étaient que lorsque Gene a été trouvé dans le chalet, il portait une paire de lunettes qui appartenait à l'une des filles qui était au Camp Scott. Fait qu'il y avait encore l'une des paires de lunettes. Ça link directement au meurtre. Directement. Là. OK? Moi, personnellement, open and shut case. OK? T'as une des paires de lunettes, c'est clair que tu le fais, là. Right? Penses-tu qu'il faisait ça pour se moquer, genre, ou comme il est juste Big, vraiment cave à ce point-là? T'es même pas prêt au restant de l'histoire. T'es même pas prêt, OK? Écoute ça. Il apporte aussi le fait que les cheveux de Gene ressemblaient beaucoup aux cheveux retrouvés sur le duct tape retrouvé dans la tente numéro 8. Malheureusement, dans les années 70, il n'y avait aucune technologie, donc aucune manière de prouver que les cheveux retrouvés sur la scène de crime appartenaient bel et bien à Gene. Dans le fond, ils peuvent le tester, mais le test ne prouve pas à 100%. Fait qu'ils peuvent pas l'apporter en cours parce que c'est pas prouvé à 100%. Genre. Dr. John, du centre médical de l'université de Cornell, est l'une des personnes appelées à témoigner. Il dit que le sperme retrouvé sur la scène de crime est lié à Gene. Lui, il dit que c'est relié à Gene. Encore une fois, on est en 1970, dans les années 1970, donc il est impossible de prouver à 100% que le sperme lui appartient. Mais Dr. John prouve que seulement 0,002% de la population ont les caractéristiques retrouvées dans le sperme et Gene en fait partie. OK? Encore là, open and shut. OK? Tu as 0,002% de chance que c'est pas lui, mais regarde, c'est quoi les odds que ça arrive? Puis qu'on le pogne avec une paire de lunettes de là-bas, open and shut case. D'après moi, c'est sûr. Clairement. La défense combat cet argument en disant que la preuve a été plantée par la police à cause de la vendetta personnelle que la ville avait déjà contre Gene. Parce que, tu sais, il s'est barré de prison 2 fois. L'argument principal que la défense apporte devant le jury n'est pas dans le but d'essayer de prouver que Gene est innocent, mais plutôt d'essayer d'apporter un différent suspect pour causer du doute raisonnable. Ce suspect est nommé William Stevens, qui purgeait déjà une peine pour viol et kidnapping au moment du procès, mais qui était en libération pendant le meurtre des 3 jeunes filles. La défense a appelé un témoin qui a déclaré qu'elle avait vu William dans un restaurant le matin après les meurtres. Elle a affirmé qu'il était nerveux, qu'il agissait de manière étrange et que le restaurant n'était qu'à 17 km du Camp Scott. Fait que ça, c'est une autre personne complètement différente. Okay? Fait que eux autres, qui étaient smart, la défense, ils disent comment qu'on pourrait faire pour prouver que Gene n'est pas coupable. On peut pas. OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bon, on peut essayer de prouver qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'est, genre. Qui fit le profil. Qui fit le profil. Elle a affirmé qu'il était venu en voiture, a changé son chandail dans le parking, qu'il regardait souvent ses mains pour ensuite les mettre dans ses poches. William, ça. Il agissait tellement weird qu'elle a appelé la police, mais William est parti avant leur arrivée. Fait que, tellement qu'il agissait weird, elle a vraiment appelé la police, mais il était déjà parti pendant que la police est arrivée. Genre. Un autre témoin affirme qu'elle avait donné la lampe de poche rouge trouvée lors des meurtres à William en 1977. Elle a reconnu la lampe de poche à cause des égratignures et du tape. Elle dit que c'est elle qui avait fait les modifications. Okay. Fait que, rendu au premier début de l'histoire, quand on parle de sperme et de lunettes,
Moi, je pense à 100% que c'est Gene. Mais là, il y a du monde qui sort et dit tout ça. Ça cause des doutes raisonnables, right? Là, t'es comme, what the fuck? OK? Puis moi, dans ma tête, rendu là, j'étais comme, est-ce qu'il était deux? Est-ce que c'était les deux-là? Est-ce que c'était The Killers et non The Killer? On savait pas. On savait pas. Je vais vous dire ça. OK? Ce même témoin a également affirmé que William lui avait rendu visite le matin après les meurtres et qu'il avait des marques de graphing sur les deux bras et qu'il avait des taches brunes ou rougeâtres sur ses bottes, bro. Rougeâtres. Jesus Christ. Oh, man. Brunâtre, rougeâtre, je sais plus, moi. Je peux-tu garder ça dedans? Oh, ouais, tu gardes. Le procureur a réfuté ses arguments en disant que les cheveux retrouvés dans la tente n'étaient pas la même couleur que ceux de William et que son ADN n'appartenait pas au 0,002%. OK. Fait que les autres preuves qui pourraient relier William marchent zéro. Genre, tu comprends ce que je veux dire? William a témoigné qu'il travaillait la nuit des meurtres. Son employeur et sa feuille de temps confirment son témoignage. Après 7 heures de délibération, le jury revient à la salle avec un verdict de... Not guilty. Not guilty. Non coupable. Le juge a dit aux familles des victimes que in our system of justice, even the guilty are permitted to go free. So même le juge pensait que c'était Jeans qui l'avait fait, mais que malheureusement, des fois, les meurtriers puis les personnes coupables s'en sortent parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Clairement, c'est une marde, puis je suis pas mal sûr que ça va mener que c'est lui qui l'a fait, là. Mais j'avais déjà entendu un avocat que je connais, il m'a dit ça, il a dit « J'aime mieux voir du monde coupable libre que du monde innocent en dedans. » Encore là, c'est une situation touchy, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que personne qui est non coupable, qui est innocent, mérite d'être en prison. Puis je trouve ça fucking triste qu'il y ait du monde en prison live qui est innocent. Mais c'était fucking black and white. Ouais, comme c'est lui qui l'a fait. Ouais, clairement. C'est noir sur blanc. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gray area. Non, c'est ça. Je comprends. Puis là, je vais en parler plus loin. Pourquoi que je pense qu'il a été retrouvé non coupable. Mais pour moi, là, c'est noir sur blanc. C'est clair que c'est lui qui l'a fait. Puis William, c'est clair qu'il l'a pas fait. Parce qu'il y a plein de... Oui, c'est du oui-dire, le style, mais c'est tout circonstanciel. Les personnes qui l'ont vu, puis des affaires, puis tout ce qui est relié au meurtre, le 0,02% n'appartient pas. Il n'y a pas de lunettes sur lui. Quoi d'autre? Ses cheveux, c'est même pas de la même couleur des cheveux retrouvés dans la tente. Comment que tu peux dire que c'est c'est peut-être pas lui à cause de lui? No way. Moi, je pense que c'est... Il y a peur qu'il se sauve une troisième fois. Gene Leroy Hart a été reconnu non coupable, mais il retourne quand même à prison pour purger sa peine de 360 ans. Faut pas oublier qu'il retourne en prison no matter what, ok? Ouais, clairement. Mais comme... Oui, il retourne en prison, mais comme... C'est le fait que personne... Je vais te dire tout de suite. Personne a jamais été retrouvé coupable pour les meurtres de Denise, Michelle et Laurie. À ce jour, il n'y a personne... Tout le monde pense que c'est Gene, mais personne n'a été retrouvé coupable en cours en disant que c'était lui, genre. Qui est fucked up, là. Mais il y a une bonne fin à cette histoire parce que seulement 2 mois après le procès, Gene meurt en prison d'une attaque de cœur. I believe in karma, puis si ça c'est pas du karma, I don't know what is. Tant mieux. En 1989, l'État d'Oklahoma a testé l'ADN d'une tache de sperme trouvée sur la tête d'oreiller retrouvée dans le sac de couchage de Michelle. Mais encore une fois, ils n'ont pas pu obtenir plus d'une correspondance partielle. Une correspondance partielle. Fait qu'encore une fois, c'était pas à 100%. En 2009, ils testent l'ADN à nouveau et les résultats sont publiés seulement le 5 mai 2020. Donc 11 ans plus tard. OK? Faut pas oublier que Gene est déjà mort. Fait que même si c'était Gene... Whatever. Ça fait 43 ans, là. Malheureusement, encore une fois, les résultats d'ADN éliminent plusieurs autres suspects potentiels qu'ils avaient, mais n'excluent toujours pas Gene. Mais ils peuvent pas prouver à 100% que c'est lui. J'ai pas trouvé nulle part pourquoi que les résultats du test de 2009 étaient encore une correspondance partielle, genre. Comme moi, je pense qu'en 2009, tu devrais être capable de
Ben, je sais qu'en 2009, tu aurais pu être capable de prouver à 100% que c'était le sperme à Jean, mais comment je pourrais dire ça? Quand tu prends un échantillon de sperme puis tu l'utilises plusieurs fois, éventuellement l'échantillon se dégrade, puis se dégrade, puis se dégrade. Fait que moi, je pense qu'en 2009, il n'y avait pas assez une grosse quantité pour faire le test, puis que ça prouve à 100% que c'était Jean. Peut-être, ouais. Moi, je pense que c'est ça le problème. Puis, pas rien que ça, comme tu sais, surtout, le gars est en dedans, t'as comme tous les échantillons d'ADN disponibles. Là. Il est mort. Ah, c'est vrai, mais il y avait quand même son corps pour évaluer l'ADN. T'es enterré, mais c'était rendu là. C'est quand? Il est mort en 1989. Même pas. 2 ans après 1977, ça faisait... 79? Minutes. Ouais, en 79. Il est mort en 79, là. Puis là, en 2009, c'est 30 ans plus tard. Ok. Là, je suis mieux le timeline, là. Ouais. Mais... C'est ça. Ok, ouais. Fait qu'ils ont testé l'ADN plusieurs fois. Fait que moi, je pense que l'ADN s'est dégradé. Fait qu'il n'y avait pas assez pour faire le test. Ils l'ont fait pareil. Puis encore là, ça l'a rapetissé le pool de suspects que Jean est encore dedans, mais ils peuvent pas dire à 100% que c'est lui. Sure. Whatever. By the way, combien tu penses que le test coûtait en 2009? Le test d'ADN pour le tester sperme le sperme, ouais. Combien tu penses que ça coûtait à peu près? Là? C'est dur pour avoir la cave dans des questions de même. Je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse parce que je pourrais dire 1000$ comme je pourrais dire 50 000. Il n'y a pas de différence. On va y aller avec une coupe de 100 000$. 100 000? Tu vas y aller en 100 000? Ouais. Ok, non, c'est juste 30 000. Ok. Mais je peux comprendre pourquoi comme que c'est 100 000. Le fait que tu me demandes la question, ça me faisait filer comme... Ouais, que c'était pas mal haut. Overkill. Ouais, non, c'est juste 30 000. Qui est fucking beaucoup en 2009. Juste pour un test d'ADN qui ont déjà eu les résultats 2 fois, puis ils leur testent juste pour faire certains, tu vois. Ouais. 30 000$, c'est cher. Ok. Ouais. Puis le 30 000$ a été payé par la ville de Maze. De Maze, tu sais, de Maze? Minute. Ouais, dans la région de Maze, c'était payé par le monde de Maze parce qu'ils voulaient vraiment savoir si c'était Jean qui l'avait fait, genre. Okay. Fait que c'est même pas l'État qui a payé, c'est les citizens, genre, de la ville. Ok. Ceci conclut l'histoire des meurtres des Girl Scouts de l'Oklahoma. Je vais faire mon petit conspiracy theorist, là. Ah, vas-y. Ça sonne quasiment comme ils ont fait de quoi pour pas le déclarer coupable. Comme ça sonne comme un inside job de quelque sorte, là. Là, je vais vous dire pourquoi que moi je pense. OK? Là, c'est les informations que je t'ai pas dit parce que je voulais garder pour la fin. OK? Sure. Jean, comme j'ai dit, était un joueur de football extraordinaire, genre, au high school. Puis, il était encore jeune quand que tout ça s'est passé. Fait que le monde, dans sa communauté, pensait qu'il était incapable de faire ça. Le monde dans sa communauté pensait vraiment que c'était pas Jean puis qu'il était innocent. OK? Fait que Jean, quand il a su ça, il avait le choix de changer de place pour déplacer la cour à une autre cour ou plus loin ou dans le même état, mais dans une autre communauté, une autre ville. Lui, il a décidé de ne pas déplacer la cour parce qu'il s'est dit le monde m'aime ici. Okay. Fait que le jury a été décidé dans cette ville-là, dans cette communauté-là. Fait que sûrement que le monde qui a été repêché pour faire le jury avait déjà un bias sur cette histoire-là, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis pas en désaccord avec ça. Moi, je pense que c'est principalement ça. Puis j'ai lu ça dans une des sources que j'ai vues, mais je voulais, tu sais, personne d'autre en parle, fait que je ne veux pas vraiment dire que c'est ça à 100%, mais moi, je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé, parce que no fucking way, qu'en 2023, que la même affaire se produit, puis qu'il y a 0.002 chance, puis qu'il se fait retrouver avec la paire de lunettes, puis tout. No way. N'importe qui a une tête ses épaules qui entend ça, qui a prendre un coup de jugement. Là. Exactement. Moi, je pense 100% qu'il aurait été retrouvé coupable dans n'importe quel état, dans n'importe quelle ville, n'importe où qu'il était. C'est triste parce que moi, je pense que sincèrement, s'il aurait changé de venue, s'il aurait changé de cours, de place, je pense qu'il aurait été retrouvé coupable. Je pense vraiment que c'est ça qui l'a sauvé. Ben, il l'a sauvé. Il est retourné en prison pareil. Il a quand même fait son 360 ans, puis il est mort 2 mois après, whatever. Comme, il y a une belle fin à l'histoire parce que moi, je pense à 100%, il n'y a personne qui peut me changer d'idée là, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. Je pense à 100% que c'est Jean Leroy Hart qui a commis les meurtres. Là. Clairement. Puis c'est triste parce que les parents n'ont jamais comme eu de closure, genre. Sauf avec sa mort. J'allais justement dire, la prochaine chose, c'était pour dire,
je suis content qu'il est mort pendant que les parents avaient encore la mémoire fraîche de ça. C'est comme, admettons, là, tu perds ton enfant à ça. T'aimes-tu mieux que le meurtrier, tu sais clairement que c'est lui, meurt 2 ans après ou 30 ans après? Moi, I believe in karma. Moi, je pense que c'est le karma. Fait que moi, personnellement, 2 mois après, là, c'est sûr que c'est une bonne fin pour la famille. Mais c'est juste le fait que il va toujours avoir le petit doute en arrière de la famille, genre. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Est-ce qu'il est vraiment mort? La personne qui a fait ça à mon enfant, est-ce qu'elle est vraiment morte? Ouais. C'est sûr que si moi j'aurais été parent, puis qu'il aurait été retrouvé non coupable, dans ma tête, même si je le sais à 100%, à 99% que c'est lui, je vais tout le temps avoir un petit doute dans ma tête qui dit « What if it's not, though? » Ouais, je comprends. Tu sais comment je veux dire? Fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de closure, même s'il est mort comme 2 mois après. Il n'y a jamais vraiment eu de closure pour les parents ou la famille parce que, comme j'ai dit, Chris, ils savent pas à 100% que c'est lui. Il n'a pas été retrouvé coupable. Genre. Non, je sais bien. Non, c'est sûr, mais tu sais, juste avoir ça dans le subconscient de moins, c'est quand même quelque chose de... Tu sais, c'est pas un soulagement de quelque sorte, là, mais comme, tu sais, ça enlève quand même un peu de poids sur toute la cochonnerie que tu charries émotionnellement, on top of that. Puis c'est fucking triste l'histoire parce que t'es un parent, puis t'envoies ton enfant à un camp qui pense qu'il va avoir fucking de fun pendant 2 semaines, puis ton enfant revient jamais, là. Fucking triste, là. Chris, oui. Puis qui meurt d'une façon horrible. Dégueulasse. Horrible, dégueulasse. L'une des pires façons de mourir. Je pense pas ça. Je te dis, nomme-moi 3-4 affaires de pire que ça, je pense avoir de la misère, là. Ben, je vais te dire tout de suite, l'histoire de la semaine prochaine, elle va être plus rough que ça. OK. Je te le dis, moi, je pense personnellement qu'elle est plus rough parce que les circonstances alentour de l'histoire rendent l'histoire complètement fucked up. Puis il y en a... Comme là, à chaque histoire que je dis, que je raconte, je dis tout le temps qu'il n'y en a jamais 2 comme cette histoire-là, là. Mais il n'y en a pas 2 comme la prochaine histoire. Je te dis tout de suite, hey, fucked up l'histoire la semaine prochaine. Puis tu vas voir comment que... C'est ta signature line à ce ouais, c'est il n'y en a pas 2 comme celle-là, mais il n'y en a pas 2 comme n'importe quel autre crime, genre, que je vais te dire. Mais c'est ma line. It is what it is. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si t'avais d'autres questions ou... Non, parce que on sait déjà comme le verdict... Ben, pas le verdict à la cour, mais le verdict de... Tu sais, le gars meurt, il s'en sort pas. On n'a pas de... Tu sais, ça fait déjà au-dessus de 30 ans, puis il n'y a pas eu plus d'avancement. Il n'y en aura pas. Moi, je pense que cette histoire-là va tout le temps être renommée pour ça, parce qu'il n'y a jamais... Tout le temps être renommée pour ça, parce qu'il n'y a jamais eu de closure. C'est ça. Fait que sachant ça, je peux pas vraiment rajouter de commentaires. Fait qu'on peut conclure ça là-dessus pour ton histoire. Ouais. Fait que laissez un commentaire si vous l'avez aimé. Je sais que c'est un peu rough à entendre. Tu sais, c'est une histoire avec des enfants. Si vous en voulez plus comme ça... Laissez-le en commentaire. Si vous en voulez moins comme ça, il y a tout le temps une possibilité. Si vous aimez pas vraiment ça, moi, ça me dérange pas de pas en parler. Il y en a en masse de monde qui Il y en a en masse des histoires que je peux pas inclure d'enfants. J'aimerais ça les compter parce que les enfants méritent qu'on parle de eux, puis ils méritent qu'on parle de leur histoire, puis de tout le temps garder une mémoire d'eux autres. Là. Je pense que ce serait pire si tu inventerais les histoires. Si tu inventerais les histoires à mesure, puis ça serait toutes des enfants, OK, ce serait comme, OK, peut-être utilise ton imagination un peu mieux que ça. Là. Ouais. Mais le fait que c'est toutes des histoires vraies, moi, ben écoute, on va laisser le monde décider avec leurs commentaires, leurs opinions. Mais moi, personnellement, comme moi, je te donne carte blanche à 1000%. Là, ouais, moi, tout, j'aime beaucoup ça parler de ces histoires. Ben, pas que j'aime ça en parler, mais j'aime les dire parce que ça prouve vraiment que le monde sont fuckés, man. Il y a du monde fucké dans la vie, puis tu peux jamais truster à 100%. Non, puis s'il y a juste une personne qui entend ça, puis que ça sonne une cloche de comme, OK, je devrais peut-être porter attention davantage sur la sécurité de ma maison, de mon quartier. De mes enfants. Tu sais, s'il y a des comportements weird, peut-être les dénoncer, peu importe, comme, tu sais, garder un œil ouvert, c'est des choses de même. Prends juste une personne qui le fait, ça peut sauver une vie éventuellement. Ouais. Comme, il y en a plein d'histoires. Je sais que c'est pas l'objectif de notre podcast, mais comme si c'est un effet secondaire, ben tant mieux. Que même si ça donne des histoires dégueulasses de même, ben si ça peut apporter du positif, on va le prendre. Là. Exactement. Je suis bien d'accord avec ça. Fait qu'on peut conclure ça là-dessus pour le premier segment. Pour les ceux qui n'ont pas voulu écouter ou qui veulent juste écouter la deuxième partie, ça commence bienvenue ici. Bienvenue. Puis que je me souviens pas si c'était toi au moins qui l'avait passé la semaine passée. Bon, mais... tu peux y aller. Vas-y. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'on va être capable d'en faire 2 cette semaine. Ouais, c'est une petite... Ouais, c'est quand même une bonne question, mais je pense pas que ça va durer une demi-heure. Selon toi, est-ce que l'argent comptant va toujours exister? On en a parlé un petit peu
je pense, la semaine passée. Ou je pense pas que c'était sa caméra. Je pense qu'on avait juste parlé de ça en général. Ah, ça se peut, ça. Ouais. Ok, fait que, ben moi, je pense... Ça va toujours exister. C'est vrai que c'est une petite question. Ça va toujours exister. Et on peut inventer quoi que ce soit, des bitcoins ou whatever, de l'argent crypto. L'argent comptant va toujours exister parce que il y a plusieurs personnes qui ne créeront jamais là-dedans. Fait que le gouvernement n'aura jamais pas le choix de garder tout le temps ça comme dans leur répertoire. Parce que, encore aujourd'hui, je suis allé à une gas station, le débit crédit ne marche pas, il faut que je paye cash. Genre, ça arrive tout le temps, j'en ai affaires de même, des petits problèmes. Fait que l'argent cash, moi je pense personnellement qu'il n'y a aucun doute, ça va tout le temps être là. Puis, je suis d'accord qu'il va toujours avoir quelque chose de tangible à quelque part. Ça veut pas dire que ça va être des billets de cash. Ça se peut que regarde éventuellement comme... Regarde dans le temps, là, quand c'était le gold standard, là, on associait une valeur de richesse avec des matériaux comme de l'or, d'argent, des diamants, des métaux, peu importe, des vaches, des poules. Comme on s'échangeait des biens avant. Du troc, là. C'est ça, comme on s'échangeait littéralement des biens, soit alimentaires ou quoi que ce soit. Ou encore des faveurs. C'est ça. Tu sais, moi, je suis bon à élever des vaches, toi t'es bon à pousser des patates. Je te donne une vache, tu me donnes tant de patates. On s'échange tout le temps quelque chose de tangible. Je pense que ça va être irremplaçable, ça. Même si on pousse vraiment vers un digital currency, qui est vraiment que je sais qu'en ce moment, au Royaume-Uni, ils sont en train de commencer des beta testing sur un digital currency qui est vraiment comme associé à comme ton système bancaire, ton système social, ta job. Comme en Chine, c'est déjà le même aussi. Comme il y a un certain pourcentage de ta paye que tu reçois que tu n'as pas le choix de dépenser, sinon tu as peur. OK. C'est pour comme avancer les... C'est ça, mais c'est parce que là, c'est un système communiste, c'est pas pareil. Okay, ouais. Mais des pratiques comme ça peut foreshadower des systèmes comme ça. Mais en gardant l'argent comptant, comme je pense que c'est ça que Bitcoin essaie de comme contrebalancer, justement, c'est avoir un effet comme l'effet de l'or. Comme tu sais, mettons le monde qui stack de l'or. Comme moi, j'ai de l'or puis de l'argent que j'ai déjà acheté à travers ma banque. C'est comme un safety net de si jamais la banque crash, si jamais mon cash vaut plus rien, j'ai quand même quelque chose de tangible que je peux échanger contre quelque chose ou un service ou peu importe. Est-ce que tu penses que l'argent peut crasher n'importe quand? La valeur de l'argent, oui. Comme mon billet de vin, là, il va tout le temps valoir quelque chose à quelqu'un. Si tu décides, comme mettons, je te dis, je vais acheter cette tasse-là. Ça se peut que dans 10 ans, 17, mon 20$, c'est même pas capable d'acheter ça. Ouais. En ce moment, tu vas être comme fucking right, moi te le vendre, ma petite tasse à 20$. Là. Mais le 20$, éventuellement, ça se peut que va falloir que tu en aies bien plus de vin pour que ça ait le buying power de 20$ aujourd'hui. Ben oui, comme c'est l'inflation, la récession, peu importe, ça va tout le temps changer. Tu vois, comme quand j'étais jeune, moi je pouvais aller au DEP avec 5$ puis ressortir de là avec une barre de chocolat, un sac de chips, du lait, puis j'avais encore du change. Aujourd'hui, je suis même pas capable d'acheter une poche de lait avec 5$. Non, 5$, tu vas pas chier loin que ça. C'est ça. Fait que je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec le fait que ça va tout le temps être là, mais que la valeur va tout le temps soit diminuer ou augmenter dépendamment. Elle va tout le temps varier. Fluctuer, ouais. Mais je pense que, tu sais, ça répond pas vraiment à l'argent comptant comme la manière que je l'approche, mais juste quelque chose de tangible en retour d'un bien ou d'un service. Je pense que c'est irremplaçable dans la nature humaine. Parce qu'éventuellement, s'il y a un power grid qui saute ou quoi que ce soit, puis on a tout en ligne. Là, ça, c'est si, là. Mais tu sais, je parlais de Californie tantôt, ça en est un autre, là. Tu sais comment ils ont poussé le mouvement de chars électriques là-bas comme intense, là, je sais pas si... Ouais. Là-bas, c'est comme la capitale des chars verts en ce moment. Là. Ça a fait sauter le grid. Comme avec les charging stations puis tout ça, que tout le monde se faisait installer dans les maisons. Ils n'ont pas assez de pouvoir pour... ils ont tout le temps un backup power grid. Puis ils étaient rendus là-dessus, genre, puis ils n'avaient même pas fini de finir les infrastructures pour les chars qui sont déjà achetés. Okay. Ou pre-ordered pour ceux qui vont avoir leur batch. Comme il y a déjà des modèles de chars électriques que tu commandes tout de suite, tu l'auras pas pour 1 an et demi, 2 ans. Là. Ouais, non, ça je sais. Mais ça, c'est n'importe quel char. C'est ça. Mais je sais que c'est parce qu'en Californie, ils ont tellement trop poussé le mouvement de chars à batterie, puis ils n'avaient même pas fini l'infrastructure du grid électrique pour fournir l'énergie. Mais tu sais, si jamais ça arrive à un niveau plus global, là, puis comme il y a quoi qui saute, il y a un gros désastre naturel qui arrive, ta petite carte Visa, là, elle fait fuck all. Fait que si tu n'as rien en retour, puis tu as besoin de quelque chose là, t'es dans la merde. Mais moi, je pense que si... on va dire que ta carte vaut plus rien, là, puis ça sert à rien, puis toutes les banques crash, puis tout, genre.
je pense que comme ça va quand même en revenir. Je sais pas si tu comprends. Oui, ça va revenir, la seule affaire qui pourrait comme vraiment comme enlever permanent, je sais pas comment le dire, permanent. De façon permanente, c'est si comme la fin du monde arrive, genre comme un apocalypse puis tout, ou comme ça pourrait être n'importe quoi, un effet comme une grosse tornade ou un désastre naturel. Un désastre naturel, genre quelque chose arrive qui détruit comme la plus grande population humaine sur la planète. Là, je peux voir que le Visa puis débit puis toutes ces affaires-là vont crasher. Mais moi, je pense personnellement que le Visa, Mastercard, carte de crédit, carte débit, puis Bitcoin, puis tout, c'est le futur, puis ça sera jamais... Oui, 100%. Ça sera jamais enlevé. Mais encore là, comme tu as dit, je pense tout le temps qu'il va y avoir de l'argent monétaire parce qu'il y a tout le temps du monde qui ne va pas croire là-dedans, puis qui ne va pas s'embarquer, puis qui va tout le temps avoir quelque chose pour accommoder les personnes qui ne croient pas nécessairement dans le futur. Oui. Fait que moi, je pense personnellement que oui, ça va tout le temps rester là, no matter what, comment l'humain avance. Et ça va tout le temps être là. C'est ça. Puis en même temps, c'est comme tu te crées une indépendance par rapport à... Tu sais, si le grid crash, ça peut prendre 2 heures avant qu'il reparte. Ça peut prendre 2 mois aussi. Comme si pendant 2 mois, tu n'as rien d'autre, il va falloir que tu commences à comme échanger des items physiques que tu as ou des faveurs ou tu sais, comme une marge de crédit, peu importe. Tandis que si tu as du cash sur toi comme backup, que tu gardes chez vous, peu importe, ou tu le gardes locké à quelque part, whatever, tu as quand même ça comme safety net pour te protéger dans des moments de même. Ouais, je pense que cette utilité-là va jamais vraiment partir, puis je pense que c'est quelque chose que le monde devrait garder en tête. Là. Comme, tu sais jamais quand est-ce que... Tu sais, mettons, la Caisse des Jardins, quand elle s'est fait hacker, puis elle a vendu leur information, là. Ouais. Si t'es un des suckers qui se fait poigner à ce point-là, puis t'as vraiment plus rien à ton nom, là, comme... Tu sais, je te dis pas que t'as besoin d'avoir 100 000$ dans un safe chez vous, là. Mais le fait que tu as un backup physique qui vaut quelque chose que tu as dans tes mains, je pense que ça serait un bon comme... Mais ça, c'est parce que c'est l'extrémité, genre. Ouais. C'est extrémiste dans le sens de penser de même, que tu sais, n'importe quoi peut arriver n'importe quand. C'est que là, tu peux pas te couvrir sur n'importe quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Si à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. Moi, j'aurais jamais d'or puis d'argent comme comptant à ma maison ou chez moi parce que tu sais, je me dis que si ça crash pour tout le monde. Puis que si ça crash, je peux pas empêcher que ça crash. Fait que pourquoi me casser la tête pendant des années pour me couvrir sur quelque chose qui t'arrivera jamais, genre, que probablement arrivera jamais. Moi, c'est plus du comme, ok, ben, tu sais, it is what it is, je peux pas changer ça. Si ça arrive, ça arrive. Fait que c'est ça. C'est tout. C'est tout. It is what it is. Non, mais comme je dis là, j'essaie quand même d'aller dans plusieurs directions avec la question parce que c'est pas mal straightforward. Mais oui, pour répondre à la question juste straight, oui, je pense qu'il va tout le temps avoir quelque chose de comptant, que ce soit de l'argent ou quelque chose de plus tangible, il va tout le temps avoir quelque chose. Puis je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité, t'as pas le choix. Ben oui, t'as pas le choix. Fait que... Même durant le COVID, genre, tout le monde essayait de pousser le fait de utilisez vos cartes, mais le nombre de personnes que je voyais payer cash, là, ça n'a jamais changé. Ça va venir avec ça. T'arrivais au Walmart, puis ils disaient non, c'est juste débit crédit. Mais ok, mais j'ai juste du cash. Fait que tu vas pas accepter mon cash. Fait que je peux partir avec mon épicerie sans payer, c'est tout ça? Ah, m'a accepté le cash finalement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, là. Non, j'ai juste du cash, j'ai juste du cash. 20$ c'est 20$. Fait que tu l'acceptes non, ou pas que ces places-là sauvent de l'argent parce qu'ils sont pas en train de payer un frais à Visa ou Mastercard ou peu importe qui utilise. Tu payes un frais de transaction. Ben, pas toi, mais la c'est ça, le marchand. Fait que lui, c'est à son avantage de prendre ton cash. Ouais. Puis justement, comme... Ça arrive des affaires de même. Là, regarde la COVID, le monde, ils ont capoté raide ces affaires-là avec le microbe. Ça, comme... Tu penses pas que moi qui touche ma Visa ou moi qui touche un 20$, je l'ai touché. C'était dans le même wallet. C'était dans le... Ça n'empêchera pas de... C'est ça, comme le dommage est fait, là. Anyways, nous on est rendu dans le COVID. On est rendu loin. Mais moi, je pense, oui, ça va tout être là, plutôt aussi. Juste peut-être de différentes manières. Moi, je pense que l'argent comptant va tout le temps exister. Tu penses que ça va peut-être changer dans le sens que ça va peut-être devenir des faveurs pour des faveurs ou des biens pour des biens. Mais, tu sais, les deux, on a le même... Le concept qui est là. Le concept est la même chose. Là. Parfait. Sinon, on va en faire une petite deuxième? Ouais, on peut en faire une deuxième. Ok, je t'appuie, je recèle. Bon, pour la deuxième question.
Ton opinion sur la quantité de trafic d'enfants sur le marché noir? OK. On s'entend que le trafic d'enfants, c'est pas quelque chose qui se fait discuter assez. Parce que c'est une crise de grosse business. Comme, il y a une femme... T'écoutes-tu Joe Rogan des fois? Oui. Il y a une femme qui est allée... Elle, c'est une femme qui s'est sauvée de la Corée du Nord. OK? Puis, son nom, c'est Yeonmi Park, je pense. J'ai écouté son audiobook à elle, puis je recommande à tout le monde. By the way, il n'y en a pas beaucoup de monde qui sont évadés de la Corée du Nord. Je sais pas combien exactement, mais je pense que ça se compte sur 2 mains, là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas fréquent, là. C'est vraiment pas fréquent parce que la plupart des personnes qui essayent de s'enfuir se font tuer. Oui, ou puis... intercepter puis tuer en prison. Whatever. Puis l'affaire là-bas, c'est ça qu'elle expliquait. Elle, quand elle s'est sauvée, il a fallu que sa mère se sacrifie pour qu'elle sorte. Puis par sacrifier, je veux dire, il a fallu qu'elle donne son corps pour you know what à la Chine. Comme pour traverser à la Chine. Parce que la Chine se sert beaucoup de la Corée du Nord pour trafiquer des humains. Parce que tu sais comment que la Corée là-bas, c'est vraiment... L'accès à l'information est vraiment pas comme ici. Zéro. Comme, t'as zéro information. Il y a des régimes qu'elle expliquait là-bas, genre que comme... Tu sais, faut que tu récoltes ta propre marde, ta propre pisse pour que tu la redonnes au gouvernement pour qu'eux peuvent pousser des plantes avec. Puis comme faut t'en donner un certain montant. Si tu trouves, comme mettons qu'il y a des plantes qui se mettent à pousser dans ton terrain chez vous, ça t'appartient pas, comme faut que tu les donnes, comme tu peux pas le faire toi-même. Comme faut que tu aies un cadre du leader du pays dans ta maison, puis il y a quelqu'un qui vient checker pour faire ça qui était poussé puis qui est bien aligné à niveau. Ça c'est fucked up. C'est juste pour donner une couple d'exemples fuckés de comme comment tu es contrôlé à niveau. Est-ce qu'on est bon au Canada, hein? Est-ce qu'on est bien, ça n'a pas d'allure, parce qu'il y a des pays comme la North Korea, je voudrais jamais habiter là, ou n'importe quel pays dans... Je veux pas, tu sais, sonner un peu whatever. Non, mais je voudrais jamais habiter à l'Afrique. En Afrique, je voudrais jamais habiter comme dans ces pays-là parce que c'est pas pareil comme aujourd'hui. On l'a tellement bien au Canada, puis le monde trouve quand même une façon de chialer, là. Mais c'est qu'on est bien ici. Parce que on peut juste chialer par rapport à le niveau de confort que nous on a dans notre situation, right? Comme même le monde qui vient de ces pays-là, tu sais, mettons que tu viens au monde justement en Corée puis tu t'en sors là. T'es une de ces personnes chanceuses-là qui s'en sortent. Veux pas, tu vas t'habituer, tu vas t'accommoder au style de vie nord-américain en venant ici. Tu vas venir de plus en plus comme nous, puis tu vas trouver des problèmes que nous, on a aussi, puis tu vas finir par les vivre toi aussi. Fait que c'est pour ça que l'humain s'accommode tellement bien à la situation dans laquelle il est que tu vas finir par trouver de quoi pour coper avec le stress que tu as en avant de toi. Puis justement, mais je pense que c'est bon de prendre un pas de recul puis regarder justement comme, sais-tu comment d'enfants qui se font dealer par jour dans le monde, c'est des millions, là. Il y a des millions d'enfants par jour qui se font vendre à des tout croches, puis tu sais même pas qu'est-ce qu'ils se font faire, ce monde-là. Puis c'est à longueur de journée, ça peut être le restant de leur vie, parce qu'ils veulent pas les tuer, ces petits-là. Là. Ils veulent continuer à les utiliser. Puis habituellement, ils les tuent quand ils ont plus de valeur. D'utilité. Ouais. Comme ils sont trop battus. C'est dur à dire, très à dire, mais la plupart du temps, quand les enfants se font tuer, c'est parce qu'ils ont plus d'utilité, dans le sens que ils ont été... Anyways, je veux pas aller en droit en détail, mais juste... Non, c'est ça. Mais tu sais, juste... La raison que je suis allé avec la Corée puis la Chine, justement, c'est parce que c'est comme les headquarters de trafic humain qu'il y a, spécifiquement les enfants. Puis comme je te dis, la fille que je te disais qui est allée sur Joe Rogan, Yeonmi Park, là, elle explique littéralement comme là-bas, tu peux trouver... Comme quand tu essaies de te sauver puis tout ça, puis tu vois comment c'est, tu peux voir du monde, des jeunes qui se font littéralement dropper dans des ditches une fois qu'ils ont fini qu'eux autres. Là. Tu marches, tu vois des rats en train de manger des humains dans la rue. Là. Comme, ça, c'est leur normal à eux autres. Là. Puis nous autres, on est là comme... On chiale des affaires comme... Ah, s'il n'y a plus de papier de toilette au Walmart aujourd'hui. Comme, ouais, je comprends. Comme, prends un pas de recul puis regarde les problèmes qu'il y a dans comme la plupart du monde, là, comparé ici. Là. Si t'es capable de juste prendre ça... Je sais c'est pas évident de le faire parce qu'on est pris dans le moment de l'action puis on est tellement occupé dans nos vies que penser aux autres, c'est pas toujours évident. Puis t'as le droit d'avoir tes propres problèmes ici. Là. Yeah. Mais quand tu es capable de prendre un pas de recul, analyser ça, puis être comme, OK, moi, en ce moment, mon problème, c'est avoir à comme déneiger mon char versus mon jeune, Mon jeune, vas-tu pouvoir manger aujourd'hui, genre?
sais, je sais que ça existe au Canada aussi. Oui. Mais est-ce que mon jeune mon jeune va avoir des souliers pour aller à l'école aujourd'hui? Est-ce que mon jeune va pouvoir manger à l'école aujourd'hui? Est-ce que mon jeune va revenir vivant de l'école? Est-ce que je vais le revoir? Est-ce que... Tu sais, il y a du monde plein dans d'autres pays là, qui ont pas une scène, qui n'ont pas d'argent pour le lendemain, puis ils ne voient pas de fin. Comme il ne voit pas de fin à ses problèmes. Et il ne sait pas si demain son enfant va manger, fait qu'il ne sait pas si dans un mois son enfant va manger, genre. Fait que toute sa vie, il pense à des problèmes. À chaque jour, il pense à comment résoudre ses problèmes, puis plusieurs personnes réussissent dans ce sens-là, de survivre, juste parce qu'ils lâchent jamais, genre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est qu'ici, on peut relaxer. On a trop de choix. On peut relaxer, écouter Netflix, prendre une semaine de vacances. On peut faire ça ici. Là-bas, là, tu penses qu'ils prennent une semaine de vacances à nourrir leurs enfants? Non. Il faut qu'ils travaillent à tous les fucking jours, puis trouver une manière différente de faire de l'argent à tous les jours pour pouvoir nourrir leur famille. C'est juste des différentes circonstances, puis c'est triste à en parler, parce que le monde va toujours chialer, no matter what, où ils sont dans le monde, que ça soit dans un first world country ou dans un third world country. Il y a tout le temps quelqu'un qui va chialer n'importe où qu'ils sont de stupidité un peu. Moi, je le fais, toi, tu le fais, tout le monde le fait. Là. C'est juste que dans ces situations-là, il faut que tu remarques qu'il y a plein de monde partout qui n'ont pas les mêmes opportunités que toi, puis ils n'ont pas la même vie que toi pantoute. Là, je sais qu'on s'est éloigné un peu des enfants de trafic d'enfants, là, mais encore là, si ton enfant est ici au Canada, tu sais pas comment il est chanceux, puis toi que tu es chanceux d'être au Canada, dans le sens que asti, si t'aurais été né dans n'importe quel autre pays, ton affaire aurait pu être victime de tout ça. Puis encore là, aujourd'hui au Canada, ça existe encore au Canada, là, mais ça existe vraiment minime, puis c'est vraiment petit, puis ça arrive vraiment pas souvent, mais ça arrive quand même. Là. Fait que imagine ici qu'on pousse vers ça, puis c'est non le trafic d'enfants, puis que ça arrive pas au Canada. Ça veut pas dire que ça arrive pas nulle part d'autre dans d'autres pays. Là. C'est pas dire que tu le vois pas au Canada puis aux États, que tu le vois pas, que ça arrive pas en Argentine, ou que ça arrive pas en Chine, que ça arrive pas au Brésil, puis ça arrive dans tous les autres pays. Le Canada est l'un des pays les plus... que ça arrive le moins souvent, mais faut pas oublier qu'au-dessus de combien de countries, il y a combien de pays dans le monde? Je pense que c'est juste en dessous de 200. C'est ça. Il y a au-dessus de 200 pays dans le monde, là. Ça veut dire qu'il y a 150 autres pays en dessous du Canada que c'est pire qu'au Canada. En termes de sécurité et en qualité de vie. C'est ça, comme... Faut pas oublier que ça arrive vraiment souvent, puis qu'il y a de l'atrocité partout dans le monde, puis que nous autres, il y a des affaires qui se passent au Canada que tu te dis « What the fuck was that? » Imagine les autres pays, qu'il y a moins de lois, qu'il y a plus des grosses affaires qui arrivent, ça arrive à tous les jours des affaires de même, puis que personne n'en parle parce qu'ils sont tellement habitués que ça arrive que personne n'en parle. Parce que tout le monde, à chaque jour, il y a du monde, il y a des enfants qui se font kidnapper, puis vendent, puis et qui sont victimes de tout ça. À shit tonnes, à chaque jour, ça arrive, à chaque jour arrive, puis on n'en parle pas à cause que personne n'en parle, parce que ça arrive tellement souvent. C'est justement, comme ça revient au concept que ça m'a fait penser, tu sais, le commentaire que j'ai fait sur la pédophilie au début du podcast, là. Faut pas normaliser des comportements de même. Quand tu commences à normaliser, comme justement, des gars de 25 ans qui couchent avec des filles de 13-14 ans, puis que tu rends ça comme non seulement admissible, mais comme légal, avec un consentement, t'encourages encore plus la justification d'avoir des jeunes qui se font dealer à du monde de même, qui n'ont pas à avoir à aller... C'est tellement facile à cette heure avec des applications, le dark web, tout ça. Là. Si tu sais vraiment qu'est-ce que tu fais, là, moi j'ai jamais été sur le dark web de ma vie, là, je vais te l'avouer. Là. Moi j'ai été. Moi j'ai jamais embarqué là-dessus. J'ai été. Mais pour un projet du collège, j'avais été dessus. Pour comme savoir vraiment c'est comment ça. Ouais. Puis tu sais, tu peux aller t'acheter des n'importe femmes, quoi, des petits n'importe gars, des quoi. petites filles. Tout ce que tu peux imaginer que tu peux acheter, n'importe quoi que tu peux imaginer, tu peux l'acheter sur le dark web. C'est absolument ça. N'importe quoi. Que ça soit des bouts de papier à une tasse, à des rideaux de douche, à un enfant, à un AK-47, à un bazooka, à un tank, à un hélicoptère. Tu peux acheter absolument n'importe quoi sur le dark web. N'importe quoi. C'est fucké, là. C'est fucké. Puis là, pas qu'on encourage ces comportements-là, mais on le justifie moralement avec la loi. T'encourages le monde encore plus, je trouve, indirectement à aller utiliser ces avenues-là parce que t'es comme, OK, j'ai le droit de faire ça, OK, ça va me sauver si jamais je me fais pogner parce que au moins j'ai le côté, OK, si j'achète une fille de tel âge, OK, là j'ai tel âge, je peux faire le calcul, ça fait-tu de l'allure, je peux-tu avoir une preuve
avoir un alibi que je l'ai pas acheté sur le dark web, je l'ai trouvé de telle manière, ou oui. Tu donnes l'opportunité aux gens d'utiliser leur imagination pour faire des choses encore plus croches qu'ils font déjà. Puis je pense qu'être plus strict là-dessus, ça serait pas une méchante idée. Puis t'as le droit d'aimer ce que tu veux, là. Mm-hmm. Je te dis pas que c'est pas une attirance physique qu'ils ont, là. Comme, on parle de nature biologique, habituellement, les filles biologiques vont maturer plus vite qu'un homme, right? Comme, Un enfant, qu'un on parle de côté hormonal, côté prêt à avoir leur vie, leur maturité, là, tu vois. Quand t'as 14 ans, là, comme, tu vois souvent une fille de 14 ans sortir avec un gars plus vieux, right? Ouais. C'est rare que tu vas voir le contraire, ça l'arrive, mais c'est pas autant fréquent. Yeah. Parce que les filles sont plus matures, fait qu'ils veulent les personnes plus matures que eux, fait qu'ils vont aller plus vieux, ils n'ont pas le choix. C'est ça, fait que de ce côté-là, je peux comprendre les préférences biologiques, mais là, quand t'es rendu à des enfants, moi, j'ai zéro patience. Non, c'est parce que t'es un adulte, t'as pas le droit. T'es un adulte, t'es ton frontal globe, ton cerveau est développé. Là. T'as plus d'excuses. T'as pas d'excuses. Puis moi, je pense principalement que du monde qui sont comme ça, c'est juste qu'à cause qu'ils sont pas capables de pogner du monde de leur âge. Fait qu'ils vont plus jeunes parce qu'ils sont impressionnables, puis tu peux leur faire croire n'importe quoi aux enfants. Fait qu'ils, c'est plus facile en ce temps-là de pogner une fille plus jeune parce qu'ils vont « Ah oui, s'il est plus vieux, oui, il m'offre ça, il me dit ça, puis oui, il a raison, ça fait du sens. » Il y a de l'argent qui rentre. Il n'y a pas de parents chez eux. Il y a pas, comme, tu sais... La liberté, tout ça, puis... Fait que moi, ça excuse zéro le fait. Même un, on va dire que tu prends un qui est légal au Canada, là, tu prends un homme de 27 ans puis qui sort avec une fille de 17 ans, c'est légal. Mm-hmm. Est-ce que c'est correct? D'après moi, non. Mais c'est légal. Tu sais, il y a des affaires qui sont pas correctes puis qui sont encore légales que tout le monde a des opinions différentes. C'est normal. Puis il y a un peu de cas par cas qui rentre là-dedans aussi. Il y a un peu de cas... Mais encore là, il y a du cas par cas pour du monde de 27 ans qui sort avec du monde de 17? 27 puis 17, non. Tu sais, la loi le permet. 18, fine. 18, fais ce que tu veux. Ouais, moi, je pense adulte. que 18, t'es un adulte, t'as des responsabilités, puis ta vie d'adulte commence à 18 ans, fait que tu peux prendre des bonnes décisions. Fait qu'à 18 ans, si tu veux sortir avec un homme de 42 ans, c'est ta shit, OK? Mais moi, je trouve que 17, puis 27, puis 17, puis 30, c'est beaucoup trop. Il est encore un enfant, là. 100%. Puis là, le monde va dire, ouais, mais il y a une journée de différence entre 17 ans et 18 ans, parce que tu peux avoir 17 ans une journée, puis le lendemain, c'est ta fête, puis tu as 18 ans. Mais là, c'est une excuse que tu utilises, genre. Dans le fond, OK, ben dans le fond, il n'y a pas de différence entre 17 et 16 ans, dans le fond, c'est la même chose que tu me dis, parce qu'il y a une journée qui sépare les deux. Mais une grosse différence entre 16 et 18. Ouais. Tu sais. Encore là, c'est du cas par cas, puis encore là, chaque personne a leur opinion différente là-dessus. Mais tu sais, moi, je pense que ça devrait être... Moi, je pense que les lois au Canada sont très bien implantées. Ils pourraient être améliorés de certaines façons. Mais moi, je pense que c'est l'une des meilleures lois qui protège les enfants, qui protège les adultes aussi, est au Canada. Parce que ça protège les adultes aussi. Là. Oui. Oui. Moi, je trouve ça correct qu'un homme de 30 ans soit avec une fille de 18 ans. Là. Moi, je trouve ça correct. Mais tu sais que s'ils sortent ensemble, puis elle a 18, puis il y a 30, peut-être probablement qu'ils se parlaient déjà quand elle avait 17. Tu comprends ce que je veux dire? C'est probable. Probable, tu sais. Ouais. C'est fort probable que c'est ça la situation. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, d'après toi? Il a groomé, genre? De 17 à 18 ans, puis le 18 ans, il est comme, OK, ben là, t'es rendu légal, fait qu'on va commencer à le dire à tout le monde. Encore là, c'est-tu du monde qui travaillait ensemble, qui se sont rencontrés à travers un membre de la famille? Il y a tout le temps des circonstances qu'on peut pas savoir. Mm-hmm. Mais en général, je reviens encore au fait que si d'un côté législatif, on commence à accommoder le monde à avoir des plus grandes gaps avant d'avoir l'âge légal de comme, mettons 16 ou 18, peu importe l'âge qu'on veut mettre comme... Au Canada, c'est 16. Mais encore là, avant que tu aies 16, je trouve que, comme tu viens de dire, on a des bonnes lois qui protègent les deux côtés, les plus jeunes et les plus vieux qui participent dans ce age gap-là. Tandis que là, comme je disais, avec la Californie qui met une gap de 10 ans à l'âge de 14... Ça, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est énorme. C'est énorme. Puis le monde sera... Je pense pas que ça va durer longtemps, cette loi-là, personnellement. Si je me trompe pas, le bill il a été passé en fin 2020. Mais comme moi, je n'ai entendu parler, j'avais vu ça sur Twitter. Ça n'a pas été implanté avant 2022, par exemple. Je pourrais pas te dire la date exacte, mais c'est récent. Là, comme, quand un projet de loi passe, ça prend quand même du temps. Comme ça s'est mis en œuvre, puis toute la patente. Puis, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que ça a été passé en fin 2020, j'ai bien lu.
Je pourrais le trouver, là. En tout cas, c'est pas important pour la conversation, mais... On s'éloignait un peu du sujet, on est encore dans le même sujet. Mais ça revient encore que la mentalité, elle se fait. Là t'es comme tout le monde qui avait peut-être une petite déviance cognitive par rapport à comme leur intérêt pour les filles ou les gars plus jeunes. Là, t'es comme, oh, ça allume une crise de lumière. Là. Puis t'as du monde qui était sur le bord, qui aurait peut-être pas passé à l'acte, que là, ils ont comme, OK, vas-y à 100 000 à l'heure, chum. Là. Comme... La loi te protège quasiment. Là. Comme oui, ça prend le consentement, puis etc. On s'entend. Là. Moi, je pense personnellement que la Californie, il y a plein de gens qui attendaient juste que la loi change pour agir sur qu'est-ce qu'ils faisaient. En plein mon point. Tu sais, ça se peut que tu recules d'un an, puis il y avait un gars de 26 ans qui sortait avec une fille de genre 14 ans ou qui couchait ensemble, whatever. Puis là, la loi passe, puis là, c'est rendu légal. Ben tabarnak, on peut plus besoin de se cacher. Ouais. Fait que du jour au lendemain, c'est rendu correct qu'un homme de 27 ans, 28 ans, 29 ans ou même dans la quarantaine puisse coucher avec une fille de 15 ans, 16 ans, puis que ça c'est légal. Du jour au lendemain, ça change de même. C'est ça. Ou je pense pas, c'est pas correct. Parce que tu traverses une frontière, puis c'est rendu une loi complètement différente. Ouais. Moi, je pense que ça va pas durer, cette loi-là. Je pense que ça va éventuellement rechanger, parce que c'est pas assez sévère d'après moi. Mais ça peut faire bien du dommage. Ça. Vraiment de dommage. Puis ça peut aller du mauvais côté, puis se propager et tout, des mouvements comme ça. Puis tout le monde a le droit à son opinion. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est correct. Tu as le droit à ton opinion, c'est ça. Je respecte l'opinion de tout le monde. C'est ça la beauté du freedom of speech, justement, la liberté d'expression. Tu as le droit à dire, comme, tu sais quoi, moi j'ai vécu des expériences telles, puis je suis pas d'accord avec ça pour X raison. Tant mieux. Puis on veut vous apporter ça, on veut vous apporter ce sujet-là dans la conversation des commentaires parce qu'on veut en parler. Est-ce que vous pensez que c'est trop, la loi, ou c'est pas assez, ou que c'est... Comme 24-14, là. Ouais, moi je pense que c'est regarde, c'est ça pas serait correct. quoi le deadline? Moi, personnellement, le 16, personnellement, je le montrais à 18. Comme, moi, je mettrais tout à un âge, comme t'es rendu à tel âge, t'es responsable de ta propre vie. OK. Comme, je le mets à 18 parce que c'est là qu'on a le droit d'acheter des consommations, de voter, loterie, tu sais, peu importe. On a comme un statut universel d'adulte à 18 ans. Puis même plus ça, au Québec, mais oui, en Ontario, en général, tu sais. Ouais. Si on met un chiffre rond pour partout, là, comme, mettre un chiffre fixe partout sur tout, que tu es responsable de ta propre vie à partir de telle affaire, own your shit, informe-toi sur ce que tu fais, puis assume les conséquences. Mais 14, là... C'est beaucoup trop, man, beaucoup trop. T'es jeune, là. Puis encore là, au secondaire. Puis encore là, moi, je trouve que 16, c'est... Là, on a une opinion différente parce que moi, je trouve que 16, c'est parfait parce que ça peut protéger les deux côtés. Le fait que ça, c'est juste 2 ans de moins, genre. Je suis d'accord pour ça. Parce que le fait, comme j'ai dit précédemment, la loi de Roméo et Juliette qui protège quelqu'un qui dépasse le 18, oh oui. Ça, je c'est une garderais ça situation là. vraiment touchy. Mais tu sais, je trouve qu'à 16 ans, parce que, là, on dit 16 ans, mais on va dire que les parents font une plainte. Puis on va dire que tu as un enfant, tu as 16 ans. Là. Puis tu apprends qu'il sort avec un gars de 30 ans. Ta fille sort avec un homme de 30 ans, puis elle a 16 ans. Tu pourrais faire une plainte à la police. Puis que là, la police va voir le gars, puis dit OK, ben t'arrêtes ta relation parce que les parents veulent pas. Tu sais, il y a des moyens d'arrêter ça, que je trouve qui est parfait, genre. Comme la situation au Canada, je trouve qu'elle est parfaite parce que à 16 ans, tu as le droit. Mais là, si les parents trouvent qu'il y a quelque chose qui est pas correct ou qu'il y a quelque chose que l'homme prend avantage de sa fille, là, il a le droit d'aller de faire une plainte, puis d'arrêter la relation, puis la police va voir le gars et dire que t'as pas le choix, les parents ont fait une plainte, t'as pas le choix, genre. Faut l'attendre jusqu'à 18 ans. Tu sais, je trouve que vraiment au Canada, c'est les lois parfaites à cause que ça protège absolument tout le monde dans la situation. Je suis d'accord. Puis c'est bon aussi, comme c'est le même concept que quand t'as 16 ans aussi, comme si t'as des parents séparés, tu peux aller décider de vivre permanent avec un ou l'autre, au lieu d'avoir une garde partagée ou peu importe l'entente qui a été faite en cours, là. Fait que c'est bon d'avance de donner des responsabilités graduelles à la personne. Ça, je suis d'accord que c'était un peu un biais que j'avais comme le 18 ans. C'est juste, mon point, c'était pas le 18 spécifiquement, c'était juste avoir un âge fixe que comme... C'est le cut-off line de comme, OK, à partir d'ici, comme, tes actions sont comptées. Pas que t'as pas le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à l'erreur, mais encore là, il y a des conséquences associées. Tu penses qu'ils devraient genre avoir leur permis juste à 18 ans, genre, ça tu veux dire? Comme toutes tes responsabilités en même temps, genre? Ben écoute, je connais pas les statistiques exactes sur, comme mettons, les accidents de char chez les jeunes de 16 à 18 versus... Moi, ça me prend... Je suis un gars de statistiques, là, comme si je vois des chiffres qui sont beaucoup plus élevés, comme... Si le monde de 16 à 18, ils ont
plus que comme 30 à 40% d'accidents que de 18 et plus, ben, d'après moi, tu as une réponse. Comme, oui, c'est bon d'apprendre tes erreurs, mais ces erreurs-là peuvent enlever la vie du monde. Fait que c'est quand même assez majeur. Comme... Moi, je trouve que moi, la seule différence entre moi et toi, c'est que moi, je trouve que donner toutes les responsabilités tout en même temps pourrait être overwhelming, pourrait être peut-être trop pour. Mais est-ce qu'on prépare assez le monde pour être rendu là? C'est là le problème, c'est qu'on les prépare pas assez. Parce que quand tu sors du secondaire, là, puis t'as 18 ans, là, t'es legit, là, c'est good luck, puis tu te lances, genre. Bon, ouais, t'es on your own. You're on your own. Puis tu sais, c'est touchy de tout mettre les responsabilités sur un jeune de 18 ans de même. Ok, ben t'as tes permis à 18, tu peux voter à 18, tu peux boire à 18, tu peux fumer à 18, tu peux faire tout ce que tu veux à 18, mais comme une semaine avant, tu pouvais faire absolument rien de tout ça. Je trouve que ça pourrait causer des problèmes dans le sens que le jeune pourrait dire ben je pourrais faire tout, puis tout faire en même temps, puis que c'est là que ça commence à overwhelming, puis qu'il sait pas où se lancer, puis ça peut causer des problèmes éventuellement. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait dans le sens que tu peux conduire à 16 ans, ok. Puis là, tu peux, tu sais, au Canada, tu peux quand même. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Ouais, ça, je suis avec d'accord tes parents, avec tu peux boire une bière. Genre, tu commences à être là, puis rendu à 18 ans, tu sors là, tu peux commencer à voter. Tu sais, moi, je trouve que c'est bon graduellement, parce que tout en même temps pourrait être un peu trop pour un jeune de 18 ans, parce que si du jour au lendemain, tu as zéro responsabilité à 100% des responsabilités, ça pourrait causer des problèmes dans le futur ou même au moment que ça arrive. Genre. Moi, je suis d'accord. Mais ça revient au fait que ça veut pas dire que c'est légal que le monde ne le font pas, là. Ou illégal que le monde ne le font pas. Ouais. T'as-tu bu une bière avant 19? T'as-tu fumé du pot avant 19? T'as-tu conduit à 16 ans comme une fois sans avoir un legal guardian avec toi qui avait plus que 5 ans d'expérience? Je peux te nommer toutes ces affaires-là. Tu vas me vraiment répondre oui à toutes. Puis ça fait pas de toi une mauvaise personne, puis moi non plus. Puis je peux te dire tout de suite oui à toutes. C'est justement comme, tu sais, on peut tout répondre à ces questions-là. Le monde le font déjà, puis oui, c'est bon d'explorer plus jeune. Je suis 100% d'accord avec toi, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis comme j'ai rien à reprocher de ce que tu viens de dire. Mais ça revient encore là, je vais retourner un peu plus avec les enfants. Ouais, on va retourner un peu plus sur le traficage. Quand on met de la responsabilité légale à un jeune, trop jeune, là, tu en demandes beaucoup sur des affaires qu'il ne comprend pas. Ouais. Que là, l'adulte peut vraiment manipuler un jeune très facilement. Là. Puis t'encourages tellement justement du grooming puis des choses de même. Mais c'est ça que ça encourage. La loi de la Californie de 14 à 24, ça encourage le grooming à 1000%. Chris, 14 ans, c'est jeune. C'est vraiment jeune. Va dans une relation de même. Comme je disais, c'est plus normal pour une fille d'aller avec un gars plus vieux. Prends une fille de 14 ans qui va avec un gars de 24 ans, sort avec pendant 2 ans, ok? Tu fais groomer ou whatever, comment tu vas appeler ça. Tu penses-tu après ça qu'à 16 ans, elle va être capable de se pogner un chum de comme ça, environ son âge, que les mêmes expériences de vie puis les compétences émotionnelles, ci pis ça? Tu donnes. Fini. Puis ça peut prendre des années, si pas le restant de ta vie, à te remettre de des situations de même, là, dépendamment comment tes ressources, ton aide, tes amis, ta famille. Je suis 100% d'accord avec ça. Fait que moi, je pense que, tu sais, oui, on verra pas les effets de ça tout de suite, mais moi, je pense que laisser ça de même trop longtemps puis qu'il n'y ait pas de pushback là-dessus, moi, je trouve ça pas mal exagéré. On est un peu éloigné du sujet de trafic enfant, mais ça vient tout le temps, ça vient tout englober. Mais moi, je pense... Faut pas oublier que le trafic d'enfants est l'un des problèmes les plus gros et les plus importants qui existent dans le monde. Que moi, je pense personnellement que c'est le plus gros problème. S'il y a une chose que je voudrais qu'il y ait absolument empêché, il y a 3 choses. Ça serait le trafic de drogue dure, le trafic humain et... Je l'avais sous le bout de la langue, je l'ai oublié, là. Mais tu sais, c'est l'un des plus gros problèmes importants qu'il faut fucking régler ça, guys. Là. Ouais. On est rendu en 2023, puis encore, il y a autant de trafic humain, il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment, genre. Tu sais, si tu parles de pourcentage, peut-être qu'il est plus bas que de des années, mais il y en a autant, parce qu'on est une plus grosse population, right? Fait qu'il y a autant de jeunes qui se font kidnapper et vendre et acheter qu'en 1960 puis qu'en 1900 puis qu'il y a des années c'est plus. Qu'il y a des années de slaves puis tout, parce que on est rendu à 8 milliards de la population de la planète là. Ça arrive à tous les jours qu'un jeune se fait kidnapper puis vendre, c'est plusieurs par jour, puis je vois pas de fin à ce problème-là. Oui, j'écoute souvent des shows qui récupèrent beaucoup d'enfants kidnappés puis tout, puis c'est le fun à voir ça, que comme tu sais, il y a des enfants qui s'en sortent, mais ça c'est un petit pourcentage de qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Il y en a beaucoup plus que ça, puis il y en a beaucoup plus qui se font jamais retrouver,
puis qu'il n'y a aucune nouvelle de Puis- leur famille ou whatever. Là. Puis pourquoi que le monde participe à ça? Parce qu'ils aiment ça. Fait que, comme je dis, c'est pour ça que j'ai mentionné la loi, parce que tu encourages le monde qui aime ça, comme peut-être qu'ils savent que c'est un intérêt qu'ils ont, mais ils le repoussent mentalement parce que comme ils savent, c'est pas correct. Mais là, tu le rends correct, fait que ça justifie moralement de passer à l'acte, puis de participer justement à l'augmentation du child trafficking. C'est un peu ça le lien indirect que je voulais faire avec ces choses-là, parce que comme comment tu peux moralement entendre, admettons, aujourd'hui, il y a 1 million d'enfants disparus dans le monde liés à ça. Tu sais même pas sont où, tu sais pas où ils se sont fait chipper, tu sais pas s'ils se font tuer. Ils se font-tu mettre dans des... Torturer, tuer, on sait pas. Genre, pis c'est des enfants, Puis, bro. ça, je refais un autre lien à Joe Rogan. Là. La semaine passée ou 2 semaines passées, il y a eu un invité que lui, il va dans les mines de cobalt pour les batteries. Comme ce soit tes batteries de téléphone, tout ça. C'est au Congo. 95% du cobalt utilisé dans les batteries dans le monde viennent de ce pays-là, en Afrique. OK. Puis dans cette mine-là, comme la principale, il y a vraiment beaucoup de cobalt, c'est pas censé être artisanal. Puis artisanal, ça veut dire comme fait à la main. C'est censé... Les contrats qui sont signés avec comme les compagnies de chars, les compagnies Samsung, Apple, tout ça, c'est tout signé puis c'est dit en relations publiques. C'est tout pas artisanal, c'est tout des machines, puis c'est du monde qui travaille La des machines. machinerie. C'est ça. Comme tu sais, il n'y a pas de trafic ou... Pas de trafic, mais de... Mais est-ce que tu penses que c'est... Il y a plein, je te niaise pas, là. Il y a du monde, il faut qu'ils amènent des enfants dans les mines parce que, leur salaire, ils font comme... Dans cette place-là au Congo, là, ils te sortent comme 1 pièce et quelques de la journée, là. Puis ils travaillent, ça bûche à coups, man. Il y en a qui ont même pas de souliers dans les pieds, là. Les autres sont en train de faire ça pour nos iPhone, iPad, nos chars électriques. Puis nous autres, on est là, pousse le Green Movement pour comme le climate change puis tout ça. Ton climate change, là, comme oui, de l'huile, c'est pas en train de sauver la planète, là. Mais l'huile, c'est la machine qui pompe, là. J'aime mieux une machine qui pompe mon huile qu'un jeune t'arrête de fucking frapper qu'un marteau pour du cobalt pour ton char à batterie. Je vais le mettre de même, le côté moral, là. C'est... Un résoudre un problème peut en causer un autre. C'est ça. Puis je pense que climate change en est un gros avec ça parce que justement, on pousse tellement ces mouvements-là. Puis comment qu'on le fait, c'est en faisant du cash. Il y a du trafic humain parce qu'il y a un besoin de trafic. C'est ça. Fait que là, c'est même pas un trafic sexuel, là. C'est un trafic de labor pour que tu plugues de quoi dans le mur puis t'es comme « Ah, nice! Mon nouveau Samsung, iPhone, TV. » Comment de TV t'as chez vous? Comment de téléphone t'as chez vous? Comment de plug que t'as dans le mur? Comment d'affaires à batterie qui t'appartient? 95% des affaires dans les batteries viennent du Congo, comme pour le cobalt, qui est dans les batteries. Puis nous autres, on est là comme « Hey, Green Movement! » Comme informe-toi, genre, comme l'information est gratuite en ligne partout. Puis, gars, je sais que justement, comme là, je viens de mentionner Joe Rogan 2 fois, là. Comme, il y en a qui l'aiment pas parce que, comme, il est plus d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais comme, reste que les affaires que les invités peuvent dire sont quand même vraies. Comme, si t'aimes pas Joe Rogan ou peu importe, puis t'entends que, OK, le gars, il a trouvé qu'il y avait Joe Rogan, en passant, c'est un host d'un podcast vraiment populaire aux gros podcast États-Unis. au monde, Le plus gros podcast Ouais. du monde, c'est Joe Rogan qui l'anime. Ouais, On parle de ce gars-là. Si jamais vous connaissez pas c'est qui. Ou le gars de UFC. Ouais, mais genre encore là, ça dit pas grand-chose, le gars du UFC. Ouais. On le connaît parce qu'on sait c'est qui. C'est mais... ça. En tout cas, comme j'essaie pas de faire mon fanboy sur son podcast, c'est même pas le podcast que j'écoute le plus en fait. Mais bref, les 2 invités que j'ai mentionnés, comme pour le child trafficking, puis là le child labor dans les mines, tout ça, c'est avec un salaire de crève-faim, là. Puis la raison qu'ils mettent des enfants là-dedans, c'est parce que les adultes font même pas assez de cash pour subvenir à leurs besoins de la famille, là. Fait qu'ils veulent pas y aller. Ils peuvent même pas y aller, il faut qu'ils amènent leurs enfants travailler gratos pour qu'ils soient capables de comme De fournir. de faire assez de job pour avoir du cash à la fin de la journée pour pouvoir manger, là. Puis nous autres, on est là, puis on paye comme 2000$ pour un téléphone, là. Quand eux autres, ils font ça à 1$, c'est fou. Comme là. que je dis souvent, it is what it is, mais c'est triste à voir ça. C'est des histoires qui devraient pas arriver, c'est des affaires qui devraient pas arriver, mais malheureusement, la vie est injuste. Puis des affaires de même vont tout le temps exister. Là. C'est plate, mais oui, parce que ça, c'est le dark side du capitalisme. Comme moi, je suis pro-capitaliste, là, comme si tu as une idée en tête puis tu veux la pousser, puis comme mettons, tu as une idée pour une business, un projet, peu importe. Là. Comme gars, même si, mettons, un jour, là, notre podcast, il vient quelque chose de
comme c'est une partie de notre vie, puis ça nous aide comme... Wow. Ça fait pas partie de ta vie, le podcast, déjà? Je viens de me faire pogner. Salut. Non, je sais bien. Mais tu sais, veux dire, comme... C'est pas avec c'est pas avec une approche économique socialiste qu'on réussirait qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je suis pour le marché libre. Puis ça, c'est le upside du capitalisme. Comme tout le monde a le droit... Tu peux faire de l'argent de la manière que tu veux. Genre. C'est ça. Tout le monde a le droit de prendre un risque pour s'exposer. Comme oui, le downfall peut être gros parce que t'as pas la sécurité qui va avec, mais t'as tout le reward en revenant, tu sais, à part comme les taxes, tout ça. Mais comme le plus tu travailles, le plus tu réussis, le plus tu vas te faire payer en retour. Puis le plus que tu te forces, le plus que tu... C'est ça. Que tu travailles ou que tu... Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça. C'est très bon, ça. Tu récoltes mais ce concept-là, moi, je suis 100% pour ça. Oui, moi aussi. Si tu travailles plus que quelqu'un, tu devrais avoir plus de récompenses que l'autre. Et vice-versa. Moi, je suis pour ça, mais le dark side, justement, c'est que là, tu veux le plus de profit possible, puis tu es prêt à aller faire des choses comme ça, avoir des jeunes qui en train de miner des métaux précieux pour ta crise de batterie de char. Ça, c'est le dark side. Y a-tu un juste milieu? Il y a du monde qui le font. Ils sont peut-être pas milliardaires sur les listes puis les social networks comme nous on voit. Mais justement, c'est ces compagnies-là justement qui mènent à des réponses que la question qu'on a eue là. Puis ça, c'est le dark side du capitalisme. C'est vraiment plate que c'est de même. Parce que entendre qu'il y a des millions de jeunes qui se font torturer, violer, tuer à tous les jours, là, c'est probablement le crime le plus dégueulasse contre l'humanité. Oui, tu sais qu'est-ce qui a rapport avec des enfants? Moi, je trouve ça... je trouve ça rough parce que ils méritent pas ça. N'importe quel enfant ne mérite pas ça. Ils sont sans défense. Ils sont sans défense. Comme tu décides leur propre destinée, tu décides leur propre vie, tu leur enlèves leur conscience, tu leur enlèves leur utilité, tu leur enlèves leur imagination, leur potentiel, leur espoir, tu enlèves tout. Là. Ils restent juste... Comme dans leur tête, dans leur cœur, ces jeunes-là, après, là, si jamais ils s'en sortent, il faut qu'ils commencent par s'en sortir, là. S'ils s'en sortent... J'ai un peu de statistiques après, on peut en parler. Ben, tant qu'à pas finir ma phrase. Comme en 2011 et 2021, juste au Canada, OK, il y a 2688 victimes de traffic human. En 10 ans. En 10 ans, OK. 96% des victimes étaient des filles ou des femmes, puis 4% étaient des hommes puis des garçons. C'est quasiment un par jour, ça. C'est beaucoup, là. Puis on est au Canada, puis... C'est quand la dernière fois que tu as entendu parler de human trafficking au Canada? Là, un bout ou du monde, je suis sûr qu'il n'a jamais entendu parler de ça, mais ça arrive au Canada. Fait qu'imagine que ça arrive à un pays comme le Canada, imagine des pays comme l'Afghanistan, ou l'Iran, ou la Corée du Nord, ou la Chine, ou tous des pays comme ça, combien, first of all, toutes les victimes qui ont été reportées, puis toutes les victimes qui n'ont pas été reportées, là. Bon, ouais, ça, c'est juste ça qu'on sait. Des milliers, puis des milliers, ça, c'est juste ça qu'on sait. Je suis sûr qu'il y en a des millions qui n'ont pas été rapportés, genre. Puis c'est triste parce que le monde, on dirait que le monde n'en parle pas beaucoup. Puis c'est l'un des plus gros problèmes, d'après moi, c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a présentement dans le monde avec la guerre, puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt, tu sais. J'en viens pas que personne en parle plus que ça. J'en ai des discussions des fois avec du monde, puis tu sais, oh, mais ça arrive pas au Canada. Fucking right, ça arrive au Canada. Vous savez pas ça le point non plus, là. C'est pas ça le point dans le sens que oui, ok, mais ça arrive pas ici, fait qu'on n'en parle pas. Je veux dire, ça arrive ici, fait qu'imagine comment plus intense que ça arrive dans d'autres pays, qu'il y a moins de règles, moins de lois pour protéger les enfants. Genre. Puis le pouvoir, comme gars ici, là, la police, c'est ils ont pas vraiment... Tu sais, je sais qu'il y a comme de la mafia puis des gangs toutes qui peuvent contrôler avec le blackmail tout ça, là, ça arrive partout, là. Mais le pouvoir de la police au Canada versus des pays vraiment corrompus, justement, qui se font acheter par les gangs, qui se font manipuler, torturer, tout ça. Ici, on est fucking bien protégés. Ah oui. Comme la manière que le monde sont formés, les ressources qu'on a physiques, technologiques, tout ça. Oui, il y a de la corruption, ouais, mais il y en a tellement moins que d'autres places. C'est ça, fait comme on est très... Puis c'est pour ça que ça arrive pas autant ici, justement, parce qu'on est protégé à un certain niveau que d'autres pays, ils rêvent de ça. Là. Ouais. Ils en rêvent. Comme, tu sais, oui, comme... Je donnerai pas mon opinion politique. Là. Il y a des affaires que je trouve qui sont peut-être un peu moins démocratiques que j'aimerais ici à certains niveaux. Mais en général, si tu compares avec comme des pays du tiers-monde, tout ça, là, je vais quand même prendre... Le Canada. Comme en termes de qu'est-ce qu'on a comme option,
c'est pas comparable. Moi, je pense personnellement qu'on est l'un des pays les plus... Je voudrais pas... Dans le sens que je voudrais pas vivre n'importe où d'autre qu'au Canada. Je trouve qu'on est tellement bien. Oui, il fait frette, esti. Puis oui, des fois, il y a des lois, puis il y a des affaires qui se passent dans le gouvernement que t'es comme, what the fuck's going on? Mais comme, esti qu'on est bien. Ouais, comme en termes de sécurité de vie, là, c'est dur à battre. Puis je pense justement, comme, je sais que je l'avais mentionné peut-être dans d'autres mots, je pense dans le premier épisode quand on parlait de suicide, là. On est tellement dans notre zone de confort ici, puis c'est à cause de ça qu'on l'est, justement. Fait que les pays... tellement qu'on est bien, on est bien dans notre communauté, fait qu'on est comme, fait que c'est le nouveau normal, fait que tout ce qui arrive dans ma vie qui me dérange ou qui me tracasse, je vais paniquer, puis je vais, chialer pour le restant d'en parler pendant une semaine, genre. Mais comme, le monde, faut qu'il réalise que, OK, ben c'est un problème qui arrive au Canada, puis c'est un problème minime que je peux résoudre, genre. Puis il y a des antennes de millions, des millions de personnes qui sont pas capables de vivre ou qui sont pas capables de continuer à vivre ou de survivre juste à cause qu'il y a des problèmes qu'ici au Canada qu'on n'a même pas, genre. C'est justement. Fait que là, je pense que si demain matin on se ferait introduire les problèmes que ces pays-là y ont, je pense que les problèmes que tu as eu toi dans ta journée aujourd'hui, là, vont être bien petits. Avoir un flat, avoir à déneiger ton char, t'es arrivé en retard à la job, il y avait du trafic. Who cares? C'est minime. Puis comme, exactement. Regarde, moi, justement, ça donne, à matin, j'ai eu du trafic pour aller à la job. Ça a pris comme 1h40 de me rendre à la job un matin, au lieu de comme 45. T'as chialé? Oui. C'est sûr que oui. Oui. Puis j'aurais chialé, je suis sûr, 2 fois plus que toi. Mais tu sais, c'est là que... Vas-y, excuse. Oh, c'est correct. Je t'interromps, c'est t'aider, moi, tout. Excuse, je t'ai coupé, puis là, tu t'en souviens. Non, je m'en souviens, c'est juste que je voulais savoir, je voulais pas comme tout répéter. Okay, vas-y. Comme je dis, ça me prend à peu près 45 minutes d'habitude. Quand j'ai vu qu'on est arrêté comme... Oh, ça avance plus pantoute, QAQ. J'ai sorti mon téléphone, j'ai checké Google Maps pour voir jusqu'à où le trafic était. J'ai fait, oh fuck, j'en ai pour un autre 40 minutes dans cette... Comme tu vois, ça vient rouge sur la map, là. Là, tu sais que c'est comme gros trafic jusqu'à tel endroit, puis là, ça dit prendre de détour, whatever. La seconde, que comme j'ai dit, OK, je vais arriver à telle heure, comme j'ai analysé comme c'était quoi ma situation, je suis comme, il y a no way out que je peux m'en sortir. T'es sur l'autoroute, il n'y a pas de place pour sortir avant telle place. Une fois que j'ai analysé ça, je suis comme, OK, je chiale pour rien, là. Je vais arriver safe à la job. Je vais repartir à la même heure. Je vais arriver chez nous. Faire la même job. C'est ça, comme ma job va être toute pareille. C'est un problème minuscule. Je prendrai une demi-heure de moins dans mon lunch, whatever. Comme, tu t'accommodes, là. Comme une fois que tu as comme raisonné dans ta tête, c'est quoi tu peux faire pour t'accommoder avec ça. C'est pas un problème, là. Je peux arriver en accident. Ma vie n'était pas en danger. Comme ça, je dis, ces problèmes-là, si tu les compares justement à des problèmes des pays qui ont du child trafficking right and left, qui se font rentrer chez eux. Donc là, j'ai un autre exemple qui vient en tête. Après ça, je vais la finir là-dessus. J'ai déjà écouté un documentaire. C'était sur les avocats au Mexique. Pas avocats comme lawyer, avocats comme le fruit. Là. Les fermiers, comme tu sais comment... depuis 1980, l'avocat, c'est l'aliment qui a monté le plus en production dans le monde. Oui, parce que ça existait pas. C'était pas vraiment... En 1960, ça n'existait pas vraiment. Là, tu as ça dans tout. Du guacamole, des avocats, il n'y a pas grand-chose plus à la mode que ça dans des recettes à cette heure. Mais là, à cause que ça l'a tellement poussé, t'as pas grand place qui en pousse à l'année longue. Là. Comme par ici, ça pousse pas pantoute. Aux États-Unis, t'as comme un peu dans le sud, comme Californie, pis ça, ils en poussent beaucoup. Mais là, il y a des compagnies qui se font s'établir au Mexique, right? Mexique, c'est un huge pousseur d'avocats. Tu sais qu'est-ce qu'ils font, la mafia, là-bas, man, pour aller pogner des cotes? Ils utilisent des enfants. Ils rentrent dans les maisons, toc, 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 défoncent la porte, pognent le jeune. Moi, je viens ici, à chaque mois, à cette heure, je pogne une cote de ta ferme d'avocat. Cash par mois, c'est un montant fixe. Tu fermes ta gueule, sinon, ben, ton jeune passe au bat. Devant toi. Je vais y slicer la tête direct dans tes... Ça arrive au Mexique. Puis Mexique, tu sais, tu penses pas que ça arrive, là. Mais ça arrive, là. Puis c'est proche de... Tu sais, c'est proche de nous autres, là. C'est dans le même continent. Je sais pas si le Mexique fait partie de... C'est juste en dessous des États-Unis. Oui, je sais, mais je veux dire, ça fait partie de North America. Mexique. Ben, c'est comme en transition d'Amérique centrale, là, mais comme... Je pense que c'est considéré comme dans le continent de l'Amérique du Nord. Fait que, en tout cas, vous pouvez me dire si c'est là ou non, mais moi, je pense que ça fait partie de l'Amérique du Nord. Fait qu'on fait partie du même continent, là. Qui veut dire que c'est quand même proche, là. Puis que ça arrive des affaires de même, c'est fucked up, là. Fait que c'est dans ce temps-là que tu te dis... On est bien ici, fait qu'il faudrait arrêter de chialer pour des niaiseries. C'est ça. On est bien avec nos avocats ici parce qu'il y en a qui souffrent ailleurs. Fait qu'arrête de chialer pour tes astis de problèmes.
t'as un avocat tout frais, là, tout GMO, tout plein de pesticides, tout beau pis pulpeux, là. Parce qu'il y a des familles qui se sont fait blackmailer que s'ils donnaient pas une partie de leur richesse à corruption, leur enfant se faisait décapiter devant eux, là. Fait que, puis tu sais, ça, c'est des corporations multinationales qui vont là. Puis là, comme je checkais aussi dans la même vidéo, là, c'est plus avec les enfants, mais comme, ils prennent tellement d'eau pour arroser les gros plants d'avocats que là, les petites fermes locales alentours qui n'ont pas rapport à ça, ils n'ont plus d'eau pour comme subvenir à leur propre pratique de ferme. Fait que là, les autres sont scrap, là. Ça peut engendrer d'autres problèmes rendus là. C'est ça. Fait que tu sais, nous autres, notre confort crée des problèmes partout dans le monde, puis on est tellement aveugle à ça parce qu'on écoute comme plein de cochonneries qui n'ont pas rapport, puis on s'éduque pas, on s'informe pas sur rien. Le monde le savent pas. Ils vont écouter genre quelque chose sur ils vont écouter un documentaire d'une série True Crime sur Netflix au lieu de savoir moi compris, genre je vais écouter n'importe quoi qui pour pas écouter des affaires comme ça parce que pas que je veux pas le savoir, mais que ça va me faire de la peine de savoir que ça arrive, genre de savoir de même, puis que le Canada, pas le Canada, mais le monde en profite, genre du monde qui souffre comme ça. Genre. C'est ça. Comme tu sais, la plupart de nous, on le sait pas. Comme je dis, je viens de donner comme 2-3 exemples typiques que moi, je sais personnellement. Il y en a des milliers que je sais pas. Ça, c'est juste une couple qui m'ont venu dans la tête parce que je me suis déjà informé là-dessus. Mais comme en sachant ça, je suis capable de prendre un pas de recul puis être comme, tu sais quoi? C'est pas mal des ben plus gros problèmes que comme moi qui tombe dans le trafic un matin, dans la chaleur dans le char, tu sais. Finalement, tout ça pour dire qu'on est bien ici, il faudrait arrêter de chialer. Puis fuck le trafficking d'enfants. Ouais, fuck le trafficking. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes. J'en reviens pas que le monde n'en parle pas plus que ça, parce que ça arrive à tous les jours, puis ça arrive partout dans le monde, même au Canada, faut pas oublier. Anyway, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Laissez un commentaire qu'est-ce que vous en pensez du human trafficking, de l'histoire que j'ai racontée. Est-ce que vous pensez que c'est Gene qui l'a fait ou est-ce que vous pensez que c'est William? Est-ce que vous pensez qu'aucun des deux le fait? Laissez en commentaire vos opinions là-dessus. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut, Peace merci. out.